Merci beaucoup de votre présence. Donc, ici, vous nous rejoignez sur le deuxième webinaire ACS en Bretagne. On a eu un premier webinaire, pour rappel, en février 2024. Et on a travaillé à ce moment-là sur les couverts permanents, avec des interventions d'agriculteurs qui travaillaient différemment, donc Erwan Kardec et Pierre-Yves Donval. Vous avez reçu normalement dans l'invitation initiale les éléments pour pouvoir retrouver ces données, donc le webinaire et les entretiens, sur le groupe ACS Bretagne. Donc, un rappel, qu'est-ce que c'est que le groupe ACS Bretagne? Initialement, en fait, c'est un groupe qui a été organisé pour le développement de l'agroécologie grâce au fonds Livelihood, et comme support l'application Landfiles, qui permettait d'avoir à la fois un groupe d'échange et un peu comme un réseau social, et également la possibilité d'avoir des suivis d'essais et de remontées de résultats grâce notamment à des formulaires. Et l'objectif de ce groupe, qui s'est étendu, je laisserai Noémie vous en parler un peu plus, qui s'est étendu au-delà du groupe de travail Livelihood, c'est vraiment d'intégrer un maximum de personnes qui sont intéressées par l'ACS et leur permettre de partager leurs essais et de découvrir eux-mêmes les pratiques de leurs collègues. Je vous montre rapidement l'interface Landfiles. Donc là, vous avez deux groupes, le groupe ACS en Bretagne, et le deuxième groupe, c'est le groupe des conseillers, donc, qui est dédié à la Chambre d'agriculture. C'est Noémie qui pilote ces groupes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des participants peuvent inviter d'autres personnes, de façon à avoir un maximum de participants. Donc, c'est un groupe ouvert qui est assez accessible à tous, que ce soit les fermes. Donc, aujourd'hui, on a une centaine de fermes qui sont intégrées dans le groupe Livelihood, et un peu moins qui sont pour l'instant présents dans le groupe ACS Bretagne sur Landfiles. Voilà pour la présentation. Je vais passer la main par la suite à David. Donc, comme je vous le signalais, le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas qu'on voit vos têtes, n'hésitez pas à couper la caméra pour des questions de confidentialité. Donc, la première présentation, ce sera David Bouvier qui interviendra. Donc, l'objet du séminaire, c'est dans l'ensemble les semis à la volée. Et dans ces semis à la volée, on a plusieurs options. On a les semis à la volée dans la moisson et les semis à la volée à la sortie de l'hiver. On a un contexte, en fait, sur le développement des semis à la volée et l'objectif de développement des couverts, un contexte réglementaire qui est une évolution de la directive nitrate, qui devient de plus en plus contraignante. Notamment, on passe à partir de septembre de 170 unités, je crois, à 140 unités seulement autorisées en Bretagne, enfin dans les zones sensibles en Bretagne. Et également, dans les baies vertes, à partir de début 2025, il faudra avoir seulement 25 jours de non-couverts de sol nu dans l'année. Donc, ces contraintes-là font qu'il y a de plus en plus d'intérêt à développer les couverts. Les couverts sont indispensables, obligatoires, entre le 10 septembre et le 1er février. Et également, le fait qu'il va falloir avancer au maximum les couverts, et donc les semis à la volée, notamment dans la moisson, sont particulièrement intéressants dans ce contexte-là. Donc, le groupe, je vous l'ai présenté. Je vais laisser David prendre la main pour les présentations de… je te laisserai défiler les diapositives. Oui. Puisque je n'ai pas la main. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, David Bouvier, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en connais quand même plusieurs dans les participants. Moi, je suis conseiller agro à la Chambre d'agriculture à Dinan, donc le petit rond là, que vous avez sur la carte. Ça va faire 15 ans que je suis conseiller agro à la Chambre, et je travaillais dès le départ sur un des bassins versants, donc le bassin versant de l'Arguenon, donc qui est situé sur l'est des Côtes d'Armor et qui est une zone à enjeu fort nitrate, érosion et phyto, puisque on a une prise d'eau potable sur ce secteur-là qui alimente un tiers du département du 22, plus une bonne partie du nord Ille-et-Vilaine, notamment Saint-Malo.
en période estivale quand ils n'ont plus d'eau sur Saint-Malo. Donc, gros enjeu eau potable. Et donc, on a mis en place pas mal d'actions avec des enjeux, dont l'objectif, c'était de réduire les fuites de nitrate et puis rapidement d'aller vers moins d'érosion des sols et puis aujourd'hui, moins de phyto. Donc, je disais, moi, ça fait 15 ans, ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté ou limité mon activité bassin-versant. Je suis plutôt maintenant dans l'équipe, je suis dans l'équipe système de culture innovant et agriculture biologique. Donc, j'ai une grosse part de mon activité maintenant qui traite plutôt des sujets d'agriculture biologique et de désherbage mécanique. Mais c'est vrai que entre 2013 et 2019, donc pendant 6 ans sur le secteur, j'ai animé et accompagné un groupe d'agriculteurs qui a travaillé sur le Maxicouve, donc sur les semis à la volée. Donc c'est pour ça qu'Oriane et Noémie sont revenus vers moi. Juste le contexte, vous le savez, en Bretagne, on a des contextes tous très différents. Donc là, pour info, nous, on est sur des coins où on a les bonnes années, 750 mm d'eau, non juste la diapo d'avant. Tu vois, je regardais, c'était une... Si tu veux bien, Oriane, la diapo précédente. Oui, c'est bon. Ah, je suis encore... Voilà, c'est bon, c'est un petit décalage. On est sur du 750, je pense que c'est très variable selon les années, mais on a parfois des contextes assez séchants, notamment sur des sols sableux. Donc, on peut avoir des échecs de semis de couverts parfois quand on les sème en plein été sur chaume, notamment en semis direct, si d'ailleurs on n'a pas d'eau. Donc, ça peut expliquer aussi que certains se sont tournés vers des semis à la volée, on va en reparler. Et je dis, c'est les bonnes années. Cette année, on n'est pas encore à 700 mm d'eau sur la station de Dinard depuis le mois de janvier, malgré l'année particulièrement arrosée. Voilà, donc, 2 grands types de sols. Hein. On a des sols battants, limon, et puis des sols sableux sur granit, notamment autour de Dinan. Là, on a plein de carrières. Et puis, du coup, au-dessus du granit, c'est du sable. Et donc, des difficultés réserves utiles. Voilà. Après, en termes d'élevage et d'agriculteurs, on est sur moitié-moitié, principalement des éleveurs, avec 50% des éleveurs plutôt bovins et 50% hors sol porc. Et couverts végétaux obligatoires, comme partout en Bretagne depuis plus de 20 ans, et ça a évolué un petit peu, les dates, tu les évoquais, Oriane, hein, mais là, on a la possibilité de décaler un petit peu avec la nouvelle directive nitrate. Je crois qu'on peut aller jusqu'au 20 septembre si on fait des déchômages. La date d'implantation, c'est toujours le 1er février. Et l'aspect légumineuse a changé aussi. Là, ça, c'est une diapo qui date d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut faire des couverts végétaux avec plus de légumineuses. Je te laisse avancer. Oui. Est-ce que tu l'as? Non, on va avoir le décalage horaire, je pense, entre Nantes et Dinan. ça va le faire. Est-ce que ça s'affiche? Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, quels intérêts régionaux, j'ai déjà évoqué. On a travaillé sur les couverts, principalement nous sur le secteur de Plévin, donc l'usine d'eau potable, donc enjeu qualité d'eau potable. Peut-être redire pour ceux qui ne savaient pas, tu évoquais les 140 là, qui arrivent en Bretagne, sur certaines zones de Bretagne. Nous, sur l'Arguenon, on était classé en bassin versant contentieux, donc de 2008 à 2015, je crois. De tête, j'ai un petit doute, mais en tout cas, à partir de 2008, on était limité à 140 unités d'azote, déjà sur ce secteur-là. On est revenu aujourd'hui à l'équipe de la Ferti depuis quelques années. On a vécu 7 années ou 8 années de contentieux nitrate à 140. Et on a les enjeux qualité de l'eau, nitrate avec algues vertes. Donc tout à l'heure, je passerai la parole à Marine et à un agriculteur, Patrice, je crois, qui sont sur un secteur algues vertes et qui pratiquent aujourd'hui le semis à la volée. Donc le groupe Maxicouve, on en entend parfois parler, on en a parlé pas mal autour des années 2016-2017. Maxicouve, c'est à la fois c'est un nom qui a été trouvé par le groupe d'agriculteurs, donc c'est un groupe d'une quinzaine d'agriculteurs sur l'Arguenon, qui était composé d'une quinzaine d'agriculteurs à l'époque, en 2013, à l'époque de sa création. Le Maxicouve, donc le nom, ils ont trouvé ce nom-là pour l'outil qu'on va parler tout à l'heure, l'outil qui nous permet de semer les couverts à la volée avant la moisson. Et au départ, c'était le nom du groupe. Et l'objectif de ce groupe, c'était de trouver des solutions
non pas au départ pour semer les couverts à la volée, c'était de trouver des solutions pour couvrir plus les sols et semer plus tôt, quoi. Et donc là, on a testé avec ce groupe plein de choses qui sont, on va dire, des techniques déjà éprouvées, hein, qui ont déjà été testées par d'autres agriculteurs en Bretagne ou ailleurs en France, et on sait que ça peut fonctionner. Donc on a retesté sur le secteur tout ce qui était déjà semer le plus tôt possible les couverts végétaux. C'était déjà le premier point. Quand on est obligé de semer avant le 10 septembre, on n'attend pas le 10 septembre, on essaye d'avancer la date au plus proche de la récolte de la céréale. Ça, on a retravaillé ces points-là. Et ensuite, on a travaillé tout ce qui est semis de double culture ou de couverts sous culture. Donc, l'exemple du trèfle blanc ou du trèfle violet associé à un colza. Donc, nous, ici, ils aiment bien le trèfle violet. Donc, ils sont encore plusieurs à pratiquer un semis en même temps d'un colza et d'un trèfle violet. Donc, pour précision, hein, je fais une petite parenthèse, c'est que tous ces essais-là ont été enregistrés sous Landfiles. Donc, si vous voulez les retrouver en détail avec les explications et les photos, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Oui, ok, super. Donc, tous ces essais sont enregistrés pour que tout le monde puisse les participer, éventuellement commenter, partager. Oui, je reviens sur l'outil qui permet d'envoyer aussi et de faire rentrer des gens dans le groupe et dans la comparaison. Fin de parenthèse. Voilà. Donc après, on avait les semis, je te remercie Oriane, les semis de trèfle donc sous colza. On a fait aussi les têtes de semis de trèfle, voire de prairie carrément à la volée en sortie hiver, mais ça, je ne l'évoque pas maintenant puisque ça sera abordé plus tard dans le webinaire. On a donc également les semis de trèfle ou de prairie associés à un métaigne, souvent récoltés plutôt en ensilage, et puis derrière l'ensilage du métaigne, voilà, on a le trèfle ou la prairie qui peut prendre le relais rapidement et donc le sol est quasiment jamais à nu. Et les tests de semis de couvert sous maïs, des choses classiques qui ont été faites un peu partout en Bretagne, notamment avec l'orée gras sous maïs, entre deux maïs. Donc après le Maxi-coup, donc quand même dire comment on est arrivé à l'idée de semer à la volée, les couverts, c'est que pendant des années, on a expliqué aux agriculteurs, enfin moi que j'accompagnais, je leur disais il faut semer le plus tôt possible les couverts, il faut semer le plus tôt possible les couverts. Et en fait, moi je partais en vacances pendant les moissons, et puis quand je revenais de vacances, les couverts n'étaient pas semés. Et donc chaque année, on se disait mais pourquoi on n'arrive pas à semer plus tôt? Et c'est vrai que finalement, notamment quand on a des épandages de lait, enfin, ils étaient plusieurs éleveurs de porcs, donc avec une surface en colza assez importante à implanter. Donc les Smith colza, les épandages avant les Smith colza. Souvent la paille quand même elle est exportée, donc il fallait ramasser la paille, éventuellement prendre des vacances aussi. Donc tout ça faisait que les couverts végétaux passaient un peu à la fin. Et le groupe avait du mal à semer tôt les couverts. Et donc ils ont l'idée est arrivée de se dire si on n'arrive pas à semer juste après la récolte, est-ce qu'on peut pas réussir à semer les couverts avant la récolte? Donc on a fait plusieurs tests, c'était sur la petite carte d'avant, pendant plusieurs années. Voilà, on a, entre 2017, 2018 et 2019, là, c'est cette carte-là, on a testé un peu partout en Bretagne là, avec l'aide de plusieurs collègues le semis à la volée. Donc les petites étoiles sur la carte, c'est des collègues ou moi-même, on a fait des tests chez des agriculteurs à la main ou au violon ou avec les épandeurs sur place. Et les petites flammes de différentes couleurs, violettes, grises ou vertes, c'est vraiment les semis à la volée qui ont été réalisés en parcelle entière ou en grande bande avec le semoir Maxi-Couve. Et donc là, on parle bien, donc à la fois la comparaison, enfin le projet Maxi-Couve avec des semis qui ont été effectués indépendamment et avec les méthodes entre guillemets traditionnelles et l'outil Maxi-Couve. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est, on va dire, méthode traditionnelle ou un peu exploratoire, c'est les petites étoiles là, qui ont été testées. Donc, on retrouve un peu sur l'est des Côtes d'Armor. Mais vous voyez, il y a plusieurs collègues, dont certains doivent participer à la visio, je pense, qu'on mené ici des tests ailleurs que dans l'est des Côtes d'Armor, sur d'autres secteurs, notamment dans le Morbihan et dans le Finistère. Et les petites flammes, voilà, c'était la localisation de où on a fait vraiment des semis avec l'outil qu'on verra juste après, là, qui permet de semer à la volée en 24 mètres de large.
On précise bien aussi hein, que on parle d'un démarrage en 2015 et en 2015, les couverts, les méthodes de couverts étaient déjà pas mal connues, mais elles n'étaient pas tant diffusées que ça chez les agriculteurs. C'est ce que tu m'avais dit lors de notre échange, et que Sur le semis à la volée. Ouais, l'objectif, c'était aussi à la fois de diffuser des méthodes classiques et de bien revalider que ça marchait bien chez les agriculteurs et d'aller plus loin avec les semis à la volée pour les agriculteurs de l'expérimentation sur l'outil MaxiCouve. Oui, c'est vrai que le groupe MaxiCouve, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'idée, c'était de trouver des solutions pour couvrir le plus les sols. Donc, on a retesté plein de techniques qui marchaient déjà et puis recommuniquer sur toutes les techniques qui marchaient déjà bien, comme le seméto, semer avec une culture, comme le colza ou les métailles, semer à la volée en sortie d'hiver. Et on a retravaillé une méthode plus exploratoire, vraiment le semis à la volée juste avant la récolte. Voilà, donc trouver des solutions efficaces. Alors là, contexte pédo, réglementaire, ouais. Oui, c'était un petit point effectivement sur les couverts végétaux. Donc par rapport au semis à la volée, nous, notre conseil, rapidement, on reviendra peut-être sur le conseil après, mais on a deux types de couverts ou deux grandes familles de couverts. Vous savez, vous avez la partie des couverts qui ont une destination à être récoltés, soit pour nourrir les animaux, soit de plus en plus nous sur le secteur pour la méthanisation. Et ces couverts-là, notre conseil, c'est comme peut-être de ne pas hésiter à investir dans un semis de qualité avec un travail du sol ou un semis direct pour assurer quand même une bonne levée homogène et donc faciliter la récolte. Et par contre, on a la deuxième grande famille de couverts, on va dire plus, c'est les couverts qui ne vont pas être récoltés, qui vont être restitués au sol, où là, on peut peut-être, selon les parcelles, selon les surfaces à faire, selon les itinéraires, tester d'autres méthodes d'implantation que systématiquement avec un travail du sol. L'objectif aussi, c'est que dans la mesure où les couverts étaient obligatoires, c'était de trouver une solution pour baisser les coûts pour justement ces couverts qui étaient non récoltés, parce que finalement, comme ils ne sont pas récupérés et qu'ils sont restitués au sol, l'objectif, c'était d'avoir une solution qui soit beaucoup moins coûteuse que deux interventions. Oui, et l'objectif, c'était d'essayer d'apporter une solution aux agriculteurs qui n'avaient pas le temps de semer juste après la récolte et qui se retrouvent à se faire des semis de couverts arrivés au 10 septembre. Et ces semis-là, finalement, c'est du temps de travail, c'est de la consommation de fuel, c'est du carburant, c'est de la semence. Tout ça pour peut-être une production de biomasse assez faible, donc un retour au sol assez faible. Et donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, au lieu de semer au 10 septembre, si on n'arrive pas à le semer plus tôt, c'est juste après la récolte, c'est d'essayer de le semer avant la récolte. C'était l'esprit du groupe. Voilà, donc on a commencé les premières expérimentations, je l'avais noté, je crois que c'est en 2013, vraiment la toute première à la main. Et après, on a testé avec les différents épandeurs des agriculteurs et à la fin, on est arrivé sur les machines, créer des prototypes. Et les premières années, l'idée, c'était déjà de voir s'il y avait des graines, des espèces de graines qui étaient capables de lever et de s'implanter en étant semées à la volée sous une céréale. Et donc là, pendant 3 ou 4 ans au moins, on a testé entre 10 et 20 espèces différentes. Et rapidement, s'est dégagé deux grands types de graines, on va dire les graines gagnantes, comme tu l'as écrit, Oriane. Donc nous, là, sur des semis à la volée, ce qu'on a vu, ce qui marche le mieux dans notre contexte, c'est vraiment les petites graines. Donc, on suppose que ces petites graines, elles ont besoin de moins d'humidité pour lancer leur germination qu'une grosse graine. Donc, voilà, une graine de facélie par rapport à une graine de févrole, la facélie va avoir besoin de moins d'humidité pour lancer la germination. Donc, même semer sous un couvert, s'il n'y a pas d'eau derrière, on a une chance qu'elle lève quand même. Alors qu'une graine de févrole, si vous la semez au sol et que derrière, il n'y a pas du tout d'humidité, on va attendre un moment avant qu'elle lève. Et après, au-delà des petites graines, comme la facélie, c'est la famille, et donc les crucifères, tout ce qui va être colza fourragé, moutarde, radis, ont un fort pouvoir de germination naturellement, donc, qui s'implantent très bien. Donc on est resté, le message, c'est facile. Enfin, ce qui a mieux marché nous sur notre territoire, c'est vraiment la facélie et les crucifères. Donc les crucifères, on le redira, mais
on les a rapidement mis de côté, enfin le plus possible, notamment dans les rotations avec du colza. On va essayer de, souvent qu'on a une rotation avec du colza, on va éviter de remettre des crucifères dans les couverts végétaux. On les a mis de côté aussi parce que notamment la moutarde qui lève très bien, qui marche très bien, mais qui a un cycle très très court. Donc si on la sème au mois de juin ou au mois de juillet dans la céréale, arrivée en septembre, fin septembre, début octobre, elle est déjà en graines. Donc ça peut poser aussi des problèmes de salissement des parcelles où on va remettre des graines de moutarde dans les champs. Donc c'est vrai que la partie crucifère, ça marche, mais on l'a rapidement mis de côté pour se concentrer finalement sur la facélie. Les chia et moi. Merci. Excusez-moi, je vais juste faire 2 secondes une pause. Café. Une pause technique d'organisation. Après, s'il y a des questions, on peut prendre aussi. Ouais, est-ce que vous avez des premières questions? Attendez. J'entendais chia et moi, je ne sais pas qui a posé la question. Non, d'accord. Il y avait. Est-ce que je voulais juste vérifier, est-ce que tout le monde est rentré parce que les micros sont coupés? Excuse-moi, 2 secondes. Il y a Marine qui me disait qu'elle n'arrivait pas à avoir du son. Marine, est-ce que tu peux me confirmer que tu peux participer à la conférence? Oui, bonjour. Ouais, c'est bon, c'est Bonjour. réglé. Super. Merci beaucoup. Donc, hop. Hop. Juste comme j'ai entendu, chia et moi, donc ça, c'est 2 espèces. Nous, sur le secteur, on ne les a pas testées. À l'époque, on n'en avait pas beaucoup. C'est à retester. Je ne dis pas qu'on a tout fait. Il y a des choses à. Pardon, de quelle espèce tu parles? Du chia et du moa. Je ne sais pas qui a posé la question. Mais... par exemple, on a testé toutes les graminées. On a testé beaucoup de graminées, beaucoup de céréales. Donc là, c'était très aléatoire. À un moment, on a pensé que le sorgho là, était adapté. Là, il y a eu pendant 2 années, ça avait très bien marché avec du sorgho. Mais les années suivantes, ça n'a pas marché du tout. Donc, on l'a abandonné. Mais il y a encore plein de choses à tester, probablement. Oriane. Je ne sais pas. On a perdu Oriane, j'ai l'impression. Ouais, c'est moi qu'on a perdu là. Ah, c'est bon. On t'entend. Par contre, moi, je suis toujours que sur la première diapo du webinaire. Ah, d'accord. Attends, je ne sais pas pour les autres participants. Si je reprojette comme ça. Attends. Est-ce que là, c'est bon pour vous ou pas? Non, est-ce que vous êtes sur la... Non. Alors. Pareil. Toujours pareil sur la première. Alors, écran fenêtre onglet, excusez-moi. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Là, ça va être mieux, je pense. C'est en train d'arriver, je pense. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc les graines, je disais, on est resté sur Faceli. Après, il y a certainement des graines. Il y a des graines qu'on n'a pas testées. Il y a encore des choses à tester. Dans des contextes différents, vous obtiendrez peut-être des choses aussi différentes. Donc, pas hésiter à tester. C'est vrai que pour les tests, on n'est pas obligé d'avoir des outils ultra sophistiqués. Un petit violon à la main, un épandeur classique, on peut déjà faire des bandes. Il faut se rendre compte de la capacité d'une espèce à lever à la volée, en étant sur la volée. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, moi je suis agriculteur auprès de Rennes. Oui. Et en Bonjour. fait, j'ai fait des semis à la volée comme ça, avec 2 de limbes. Le problème, c'est que maintenant, on a des problèmes sur le colza, à cause on s'émet beaucoup de crucifères. Donc, on a des problèmes sur le pied. Là, de hernie. La hernie du chou. Donc là, vous parlez de la Faceli, mais la Faceli, vous semez à une forte dose dans le cas que c'est à voler ou c'est les mêmes doses que... Alors, on l'a testé à forte dose et les résultats étaient même moins intéressants qu'à dose normale. On avait trop de pieds de Faceli à lever et elles se concurrençaient entre elles et finalement, ça partait tout de suite en tige. Donc, c'était pas intéressant. Donc, on est revenu sur des doses autour de 8 kg à l'hectare. Donc, c'est peut-être une forte dose par rapport à un SMIC classique avec un travail du sol où des fois, on peut réduire un peu, mais voilà, on n'est pas allé au-delà de 10 kg, quoi.
Et sur les tests initiales, je regardais, ouais, c'est ça, tu avais testé à 20 kg et tu avais testé à 10 kg. Et c'est effectivement le rapport coût et résultat était beaucoup plus intéressant à 10 kg sur vos essais. Ouais, et puis les agriculteurs, quand ils en semaient, souvent tournaient autour de 8 kg de facélie. Je précise du fait de vos questions. Alors, on prendra l'essentiel des questions juste à la fin de l'intervention de David. Un point également important, c'est que tous les éléments qui sont discutés, notamment le suivi d'essai, ce qui a été présenté dans le cadre de concours d'innovation, sont des pièces jointes webinaire enregistré sera publié sur Landfiles et il y aura les pièces jointes avec, notamment le dossier d'innovation qui a été présenté, et donc avec la liste des essais qui ont été faits et de la performance des essais. Donc, pour donner une idée des différentes graines qui ont été testées et leurs résultats. Je te laisse avancer le diapo si tu veux. Oui, c'est bon. Voilà, donc bon, on l'a déjà un petit peu évoqué, donc les questions qui se sont posées une fois qu'on a trouvé la facélie notamment qui semblait adaptée, la question s'est posée de passer de nos petits essais à la main à des grandes bandes, voire des parcelles entières agriculteurs. Donc comment réussir à semer? L'objectif pour le groupe, c'était de réussir à semer en 24 mètres, puisque la plupart à l'époque traitaient en 24 mètres et on voulait reprendre les passages de roues. Donc c'était soit par épandeur, donc on a testé avec tous les épandeurs d'engrais qui étaient dans les exploitations. Il n'y en a aucun qui arrive à semer de la facélie, les épandeurs centrifuges jusqu'à 24 mètres, on n'en a pas trouvé. Donc il existe, c'est pour ça qu'on a mis la petite photo, il existe des épandeurs à engrais à rampe, comme anciennement les DP12 par exemple, mais ce qui n'allait pas jusqu'à 24 mètres à l'époque. Et aujourd'hui, on a des épandeurs engrais qui existent sur le commerce à rampe, qui peuvent faire du 24 mètres, voire plus. Kuhn a des modèles aussi, sinon il y a les Comulch. Mais on est sur des investissements très importants qui se résonnent avec à la fois, pas uniquement sur le couvert végétal, mais d'abord sur comment je veux épandre mon ammonitrate, mes engrais. Ensuite, nous on ne l'a pas travaillé, mais il y a des groupes d'agriculteurs, juste si tu veux bien. Ouais. Il y a des groupes d'agriculteurs, notamment au Pays de Loire, ils ont été accompagnés par la Chambre, qui ont travaillé sur donc du semis avec leur répandeur à engrais à la volée, à centrifuge, et en faisant des boulettes, en fait, en mettant de l'argile ou différentes matières, faire des boulettes de graines. Le fait de faire des boulettes, elles sont plus lourdes, et donc l'épandeur à engrais là réussit à semer jusqu'à 24 mètres des petites graines, quoi. Mais par contre, ça nécessite de la préparation. Il y a une petite recette à suivre, à respecter. Tout est sur YouTube. On arrive à voir des vidéos. Et puis un mélange à la bétonnière, et ils arrivent à préparer leurs boulettes de graines et à les semer jusqu'à 24 mètres de large avec leur épandeur à engrais. Après, on avait les drones. Alors à l'époque, en 2015, ça commençait tout juste. Donc on n'avait pas réussi, nous, à le tester. Ça a été testé après, plus tard, par les collègues. Il y a eu plusieurs parcelles qui ont été semées en drone, notamment sur maïs, plutôt sur maïs. Voilà, mais le groupe n'était pas intéressé à l'époque, les agriculteurs, ils voulaient trouver une technique, ils ne voulaient pas être dépendants d'un prestataire, ils voulaient continuer à semer eux-mêmes leur couvert végétal sans dépendre d'un prestataire extérieur. Donc on s'est orienté, nous, sur le semis à la volée juste avant la moisson avec la construction du maxi-couve. Donc sur le secteur, on a un constructeur local, c'est les établissements d'Œuvran. Ils ont construit un tout premier prototype, puis une deuxième machine, puis une troisième machine qui aujourd'hui est sur la baie de Saint-Brieuc. Et en parallèle, sur les mêmes années, à la station de Kerguenec, on avait travaillé sur une autre technique de semis. Donc là, c'est les collègues à la station, avec à l'époque Bertrand de Kopman notamment, qui était dans le Finistère. Et donc, les essais étaient à la station, c'était d'installer sous la barre de coupe de la moissonneuse une rampe de semis direct finalement avec à disque pour permettre un semis des graines, de les enfouir dans le sol au moment des battages. Donc là, on avait travaillé, les collègues de la station à Kerguenec dans le Morbihan avaient travaillé surtout sur cette technique-là. Et nous, on avait travaillé sur le semis à la volée juste avant la moisson. Je vais aller, donc là du coup, le déroulé, on a déjà parlé. Je vais aller directement sur l'outil lui-même, ce qui a été développé et la suite. Ouais, donc ça, c'est les essais qui ont été faits, ouais, c'est la première machine. Donc après le prototype, la première machine qui a été achetée.
Donc là, on est sur une rampe classique, enfin de 12 mètres. Donc on est sur pour des questions de coût, on était resté sur des semoirs assez simples. Donc c'est des 2 limbes, c'est des T24. Le T24, il peut jeter à 24 mètres de l'antilimace. Et de la Facelli, il était donné pour 12 mètres de large. Donc on a vérifié avec les T24 déjà présents dans des exploitations. Ça, on a sur une dalle, on a vérifié que ça pouvait bien semer à 12 mètres de la Facelli. Donc 12 plus 12, 24, il nous en fallait 2. Et puis l'idée, c'était de construire une rampe sur laquelle on pouvait positionner nos 2 de limbe. Donc cette machine, la première, elle a été achetée par le syndicat d'eau, puisque tout le groupe a été accompagné par des financements du bassin versant. Donc aujourd'hui, la machine, elle est toujours sur le territoire, là, sur l'est des Côtes d'Armor. Elle est entre Trédia et Plumeau-Dan, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Bron. Elle est toujours la propriété du syndicat d'eau et elle peut être mise à disposition, elle est mise à disposition gratuitement des agriculteurs qui souhaitent l'utiliser. La condition, c'est juste par contre de la réserver en passant auprès d'un conseiller chambre d'agriculture, donc moi ou des collègues, pour qu'on sache toujours où se trouve la machine et dans quel état elle est. Bon, on a déjà parlé un peu. Ouais. Donc les gros intérêts là, du semis à la volée, c'est le temps de travail. Enfin, c'est le temps de travail parce que vous allez semer en 24 mètres au lieu de semer en 3 mètres de large ou en 4 mètres 50 selon vos semoirs, quoi. Mais là, on sème tout en 24 mètres. Toujours sur le temps de travail, l'intérêt, c'est que, comme je l'ai évoqué, on arrive sur une autre période de temps de travail. Donc, on évite le pic, je finis mes moissons, j'ai la paille à ramasser, j'ai les colzas à préparer. Tout ce qui a été semé à la volée avant la récolte, ça, c'est plus à faire après, quoi. Donc, c'est vraiment la partie de temps de travail et répartition du temps de travail qui était intéressante. Juste quelques chiffres, là, je les ai recalculés en charge de méca. On était parti, la première machine, elle avait coûté, il n'y a rien de secret, 10 000 €. On partait sur un objectif de 200 € par hectare par an, remboursé sur 7 ans. Donc ça nous faisait du 7 € à l'hectare à peu près en coût de machine, auquel on rajoute un coût de tracteur. Et là, on fait du 20 hectares à l'heure quand les parcelles sont belles. Donc on était à peine sur 5 minutes de main-d'œuvre et de tracteur par hectare. Donc ça nous rajoute 2-3 €. On est à 10 € de l'hectare à peu près en charge de méca avec la première machine, quoi. Et en temps d'intervention, je l'ai dit, voilà, au mieux, on a fait au maximum 20 hectares à l'heure. Et donc, juste pour comparer d'autres semis, il y a d'autres coûts de semis. On avait testé on avait fait des suites de chantier en 2017 de semis classiques, où je vais faire d'abord un déchômage et après je vais revenir semer avec un combiné. Là, on était sur des coûts d'implantation avec du matériel agriculteur autour de 60 € de l'hectare, donc à mettre en perspective avec les 10 € là, du maxi-couve. Et en semis direct, on était autour de, donc juste un passage en semis direct, là on était autour de 40 €. Donc on est systématiquement avec le maxi-couve sur des coûts nettement inférieurs au semis classique. Par contre, dans les limites du maxi-couve, c'est quand même, il y en a quand même pas mal, enfin, du semis à la volée. On reste sur un semis à la volée, ça reste un semis qui n'est pas du tout un semis de précision. Donc les levées peuvent être très irrégulières et on peut aussi avoir des échecs, quoi. Plus qu'avec des semis classiques. Donc on est arrivé avec un arbre de décision là, que tu nous as retravaillé, Oriane, d'un point de vue visuel, qui était de se poser les questions suivantes. Est-ce que ma céréale va être récoltée tôt ou pas? Parce que si je récolte ma céréale le 25 août et que je dois semer mon couvert de toute façon avant le 10 septembre, je ne vais pas gagner grand-chose à la semer 2 jours avant ma récolte. Donc, par contre, si je récolte ma céréale, et notamment les orges, fin juin, début juillet, donc comme c'est sur le secteur, là, on a intérêt à semer très tôt notre couvert pour profiter vraiment de l'ensoleillement du mois de juillet et du mois d'août. Donc, si on a une récolte précoce, on a avancé. Après, on se posait la question du salissement de la parcelle et notamment des vivaces, type chien-dent, agrostis. Donc, si on en a, le conseil, c'était surtout pas d'aller semer des couverts à la volée, c'était de se concentrer en interculture sur la gestion des chiens-dents et de l'agrostis, notamment gestion chimique. Et si on a d'autres vivaces, c'était soit de les gérer en interculture, la flèche n'est pas là, soit de dire tant pis, je les gérais dans ma rotation avec des produits appropriés dans les cultures suivantes. Et donc, en gros, si la parcelle est sale à la récolte, on ne conseille pas de faire un semis à la volée parce que vous mettez une graine au milieu de mauvaises herbes, elle aura du mal à prendre le dessus.
Si la parcelle est propre, notamment sans vivace, là, on peut envisager du semis à la volée. Et après, on rentre dans la question quel type de semences. Donc, si je suis sur un couvert court, que j'ai pas de colza dans la rotation et que je suis sûr de ne pas mettre de colza dans la rotation dans les années à venir, là, éventuellement, on peut mettre de la moutarde ou de la facélie. Par contre, j'ai du colza dans la rotation, voilà, on retire la moutarde. Et ça, c'est une vieille diapo. Et aujourd'hui, je retire le radis aussi. Hein. Enfin, vraiment aucune crucifère vis-à-vis de la hernie des choux. Et on reste que sur la facélie. Pour le délai de semis, j'ai mis directement en fait le. Ouais. Donc après, la question, c'était une fois qu'on avait trouvé les semences, le moyen de semer, on a retravaillé quelle est la date ou le moment optimal pour semer. Parce que là, on n'en savait rien. Est-ce qu'il fallait semer 15 jours avant, 3 semaines avant ou juste avant la récolte? Donc ça, c'était une synthèse de 80 tests avec un code couleur très simple. Tout ce qui est vert, la levée était jugée satisfaisante par l'agriculteur. Tout ce qui est orange, c'était moyen. Et tout ce qui est rouge, c'était échec complet. Et en fait, et là, vous avez les délais entre le jour du semis et le jour de la moisson. Donc, on a vu rapidement que tout ce qui était au-delà de 10 jours, on commençait à avoir des échecs d'implantation. Et l'hypothèse qu'on a émise, c'est que il faut une petite graine pour qu'elle germe rapidement, avec très peu d'humidité, mais derrière, il lui faut de la lumière. Et si elle n'a pas une récolte qui intervient rapidement, elle n'a pas de lumière, elle reste à l'ombre et puis elle peut se faire étouffer finalement par la céréale. Là, vous avez la photo, c'est une facélie qui est restée un petit peu trop longtemps sous la céréale. Vous avez vu comment elle a cherché la lumière et elle s'est étiolée complètement. Et alors là, vous roulez dessus le jour de la moisson, vous lui mettez un gros coup de soleil aussi quand vous retirez la céréale et elle est très fragile, quoi. Donc l'idée, c'est bien, je sème à la volée, une petite graine pour qu'elle puisse germer. Il faut que rapidement, dans les quelques jours qui suivent, la moisson intervienne pour avoir de la lumière et qu'elle puisse s'implanter. Et donc de 10 jours, on est passé à un conseil radical, préconisation de 2 jours avant moisson, parce qu'en fait, 10 jours avant la moisson, c'est très compliqué de savoir si on va battre ou pas dans 10 jours, quoi. Tu te dis, je vais battre mercredi prochain. Finalement, il y a une petite pluie, et puis le thé est parti chez d'autres, et puis on bat dans 15 jours, quoi. Donc, on est resté 2 jours avant moisson. Comme ça, on est quasiment certain de notre date de récolte, à 2 jours avant moisson. Donc là, c'est un des exemples. Voilà, tu as des photos. C'était à côté de Bron. Donc, un semis 2 jours avant moisson, c'était dans de l'orge. Et puis à gauche, le semis classique au 10 septembre. Là, on est sur une photo du mois d'octobre. Donc là, en termes de biomasse et puis aussi de biodiversité, c'est assez marqué, oui. Ouais, biodiversité, on a été accompagné sur le secteur à un moment par les chasseurs et les apiculteurs aussi, là, qui trouvaient cette technique très très intéressante, parce que là, on a des fleurs en août, en fait, déjà en place dans les parcelles. Et donc, pour les pollinisateurs, c'est une ressource très importante, parce qu'à cette période-là, ils n'ont rien d'autre. Enfin, il n'y a quasiment rien dans les champs, quoi. Donc, en termes de biodiversité, il y a un net plus, notamment pour les pollinisateurs. Je vais passer rapidement sur quelques exemples. Je rappelle juste que du coup, tous les exemples qu'on va montrer sont également disponibles sur Landfiles. Donc, je mettrai en même temps que la visio à disposition, les liens correspondant aux essais sur l'application. Juste peut-être, vas-y, sur la suivante. Ouais, Donc ça, on va dire, c'est la diapo avec des photos comme ça de réussite, mais je pense qu'on avait mis une diapo avec des échecs aussi. Il ne faut pas laisser penser que ça marche dans tous les cas. Loin de là, ça reste quand même un semis aléatoire. Donc on a régulièrement quand même des échecs, surtout dans les semis dans du blé, arrivé fin juillet, début août, là, ou des années un peu plus classiques, si ça existe encore. On peut avoir des sols qui sont bien desséchés, la réserve en eau est vraiment bien diminuée par le blé qui a pompé assez tard, et donc on peut avoir pas mal d'échecs. Dans les orges, en général, on est plutôt dans la saison, on a encore un peu plus d'eau dans le sol, et on voit qu'on a, et puis plus d'humidité peut-être aussi au pied, dans la paille. Enfin, on a plus de réussite dans les semis dans de l'orge que dans du blé. Et donc on a des échecs liés au trop de sec, je pense, sur certains coins, et on a des échecs liés à des envahissements de graminées, des chardons, là c'est de la grosse tige très probablement. Où là, qu'on se rend compte si on ne l'a pas identifié avant la moisson, après la moisson, quand on a des vivaces, là, le conseil, c'était de retravailler le sol, ou de gérer ça chimiquement.
mais de ne pas les laisser développer en tout cas. Voilà, donc le gros message, semer dans des parcelles propres, on vient de le dire, des petites graines et juste avant la moisson pour qu'elles aient de la lumière tout de suite. On rappelle, voilà, les résultats qui restent quand même, ça reste une technique aléatoire, hein, c'est pas aussi fiable que quand vous avez un enfouissement des graines dans le sol. C'est dépendant de la propreté de la parcelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit quand même un développement des parcelles de céréales avec pas mal de raies-gras et autres. Donc ces parcelles-là, on va pas faire du semis à la volée, on va plutôt essayer de gérer les raies-gras en interculture. On a aussi sur le secteur, je ne sais pas comment c'est sur d'autres coins, mais nous on a un développement quand même des couverts récoltés. Système bovin, on fait de plus en plus de dérobés et on a de plus en plus aussi de méta et de cives. Donc ces couverts-là, aujourd'hui, on ne va pas les semer à la volée, on les sème avec une implantation plus sécurisée après la récolte. Et on a aussi dans certains coins en BLG verte, on a le semis du couvert qui est pris en charge. Donc certains agriculteurs préfèrent finalement, comme c'est déjà payé quand c'est fait par ETA ou par CUMA, ben ça, entre guillemets, ça coûte rien à l'agriculteur, c'est à l'ETA ou à la CUMA, donc ils préfèrent que ça soit fait avec un semis avec travail du sol, quoi. Et après on a les questions de disponibilité de l'outil, il faut avoir accès à l'outil. Donc juste peut-être dire sur l'outil, j'ai dit tout à l'heure, il y en a un qui est disponible autour de Bron, et il y a le deuxième, là je passerai la parole à Marine, qui est disponible sur la baie de Saint-Brieuc. Et après, il y a la possibilité du coup d'envisager d'investir s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Pour tout ce qui est investissement, oui, on ne l'a pas remis ici, mais il y a des aides. L'outil est aidé dans le cadre d'AgriInvest, donc il est éligible. Et après, faut prendre contact le plus simple, vraiment sur la partie matérielle, c'est avec le constructeur, donc c'est avec les établissements devront à Trédia, pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Sachant ce que j'ai présenté, moi, c'était le premier outil à 10 000 € avec des semoirs simples de limbe. Le deuxième outil qui est utilisé sur la baie de Saint-Brieuc, il a été vendu 2 fois plus cher, avec des semoirs beaucoup plus perfectionnés, c'est de la PV, quoi. Ouais. Je laisserai Marine et Patrice en parler. On va passer très rapidement la parole à Marine. On voulait juste une toute petite précision sur cet outil qui existe et qui est possible de recommander donc à la station Kerguelen. Ouais, il n'existe plus, il a été démonté, mais c'est un outil qu'on avait qui a été élaboré à la station de Kerguelen. Là, cette fois, avec un constructeur aussi, les établissements Labérotiel dans le Morbihan. Et comme la période d'essai, le programme d'essai a été terminé et puis a apporté de bons résultats, on sait que ça fonctionne. L'outil aujourd'hui, il a été démonté, mais en prenant contact avec les collègues de la station ou directement le constructeur Labérotiel, c'est des choses qui peuvent être remises en place, quoi. Et donc ça marchait bien. Donc voilà les résultats qui ont été réalisés par les collègues de Kerguelen. Vous avez les différentes années de tests. Les barres, c'est les productions de biomasse en tonnes de matière sèche. Le premier paquet, là, le AM, c'est des semis à la volée, environ 1 mois avant la moisson. Donc, vous voyez, là, on a des échecs avec des absences, et puis c'est pas là où on a les meilleurs résultats. On a le semis à la volée préconisé maxi-couve dans les 10 jours avant la récolte. Et on a le semis à la moissonneuse batteuse, là, entouré en rouge, donc le jour de la récolte au battage. Donc on est très tôt, et là on est à la fois très tôt et avec un enfouissement des graines dans le sol, donc une meilleure germination, humidité et levée derrière. Après on a le semis post-moisson classique, et on a le semis réglementaire au 10 septembre, on sait qu'on est plus tard, on produit moins de biomasse. Merci beaucoup David. Je vais passer la main du coup à Marine et Patrice qui vont pouvoir nous donner un exemple dans un autre secteur que ton maxi-couve et donc en conditions entre guillemets réelles avec justement l'expérience de l'agriculteur et le pendant de ce qui s'est passé et de comment l'essai a été vécu et les raisons de la mise en place. Marine, est-ce que je t'ai… Oui. Ouais, super.
Oui, bonjour. Ouais, du coup, moi, je suis conseillère agronomie sur la baie de Saint-Brieuc. Et donc, nous, on gère un peu le déploiement du MaxiCouve, le V2, là, la deuxième version, a été construit en fait sur le même principe que le premier prototype, si ce n'est qu'il est plus facile à transporter puisque c'est des rampes de pulvérisateurs qui peuvent se plier, pas que au niveau du tracteur là, mais un peu plus une deuxième fois de chaque côté. Donc il est plus facile à transporter et c'est des semoirs APV qui sont plus précis. D'où le fait que, comme l'a dit David, il a été un peu plus coûteux à la construction. Et donc, en fait, ce deuxième semoir a été financé par les collectivités de la baie de Saint-Brieuc. Donc, c'est Lamballe-Terre-et-Mer et Saint-Brieuc Armor Agglomération qui sont propriétaires de l'outil. Mais en fait, c'est deux CUMA qui s'occupent de faire les semis. Voilà. Et donc, encore une fois, David l'a dit, il y a des semis qui sont financés sur la baie de Saint-Brieuc par le biais des chantiers collectifs qui visent en fait à favoriser un semis précoce après les moissons. Et donc, avec le MaxiCouve, bah, c'est d'autant plus précoce puisque c'est avant les moissons. Donc, pour les agriculteurs de la baie de Saint-Brieuc, le MaxiCouve, ou du moins, faut vraiment que la parcelle soit sur le territoire. L'utilisation du MaxiCouve est gratuite. Voilà, donc cette prise en charge, elle est liée au fait que sur la baie de Saint-Brieuc, on est en baie algues vertes. Voilà, globalement, c'est ça. Nous, au niveau de la chambre d'agriculture, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va vers les agriculteurs, on propose d'essayer et on organise, en fait, organiser, c'est encore un grand mot, mais on met en contact la CUMA qui gère l'outil avec les exploitations qui veulent tester. Et après, bon, pour limiter le nombre d'intermédiaires, puisque souvent la moisson, c'est un peu du dernière minute, donc forcément le semis aussi est un peu en dernière minute. Donc on laisse là le soin aux CUMA et aux agriculteurs d'échanger entre eux pour déclencher le semis. Voilà. On va aller à la suite. Et donc, si je peux encore ajouter, donc aussi la difficulté qu'on a, c'est qu'on a beau avoir un outil sur place, les CUMA ne font pas que du semis à la volée, elles font aussi les moissons. Et comme les deux chantiers sont concurrentiels, donc semis avant moisson et moisson, souvent on a très peu de surfaces qui sont semées. Parce qu'une fois que les CUMA passent, désattellent le MaxiCouve, elles ne reviennent plus dessus. Donc, par exemple, 2021, on avait 17 hectares semés avec le MaxiCouve. 2022, on était seulement à 13 hectares. 2023, on baisse encore à 6 hectares. Et 2024, là, du coup, il n'y a que avec les moissons qui sont un peu tout complètement étalées avec les conditions météo. On n'a que 2 parcelles qui ont été semées. Et donc, c'est des parcelles de Patrice qui va pouvoir vous en parler. Bonjour Patrice. Oui, bonjour à tous. Donc, Patrice Martin. Donc, je présente vite fait l'exploitation, peut-être. Donc, producteur de porc sur la commune de Planguenoil, Lamballe-Armor. Donc, production porcine, 250 rues, naissant engraisseur, FAF. Et production de porc label rouge. Donc, pour ça, je vais le dire, parce qu'on a 1000 places d'engraissement sur paille. Donc, un assolement très court, maïs céréales, donc soit orge, soit blé ou une orge après blé, parce qu'on garde l'ensemble de nos matières donc produites, donc tout le maïs, tout le blé, et l'orge via du taf, et toute la paille gardée aussi sur l'exploitation pour les porcs sur paille. Donc voilà en gros. Et donc j'ai fait 2 expériences avec le MaxiCouve, donc une il y a 2 ans. 2022, l'année de la sécheresse. L'année de sécheresse. Donc via le bassin versant algues vertes dans lequel on est en grande partie de l'exploitation. Et donc cette année-là, c'était très tôt. C'était une récolte au 30 juin, il me semble, quelque chose comme ça. Ça avait été semé quelques jours avant, 2 ou 3 jours avant. Parenthèse, est-ce que vous pouvez nous Oui. préciser comment, déjà, vous, votre connaissance découverte avant d'arriver sur le MaxiCouve et comment vous êtes arrivé justement à choisir cet outil, à choisir cet essai?
Les couverts, oui, je les semais avant, classiquement, des chômeurs de limbes. Et comment je suis venu à ça? Ça a été proposé via la Chambre d'agriculture et le BV Algues Vertes baie de Saint-Brieuc. Donc l'appareil avait été acheté, donc ils cherchaient des surfaces pour faire des essais. Et sachant que je suivais un peu les différentes expériences qui pouvaient se faire, j'ai dit banco, moi je veux bien essayer pour voir. Et donc c'est comme ça que c'est venu via communication de la Chambre d'agriculture. Ok, Je sais donc pas je si vous ai interrompu, pardon, d'autres choses. vos essais en 2022, donc vous parliez des dates autour du 30 juin. Ouais, donc ça a été très tôt parce qu'on était une année de sécheresse. Donc, semis, je sais plus, 27 ou 28 juin et récolte le 30 juin. Et en fait, l'été très sec, on n'a rien vu du tout de l'été. Et puis dès qu'il y a eu les premières pluies fin août, un orage de 20 ou 30 mm, je sais plus, tout est sorti d'un coup et on avait vu quelques pousses avant, mais très très hétérogènes. Et en fait, tout est sorti et c'est monté en végétation très très vite, quoi. Comparé à un semis classique ou des chômeurs où ça met plus de temps, quoi. Alors je précise qu'à chaque fois, donc ça a été fait après orge, sur des orges hybrides, parce que moi je mets que de l'orge hybride et non de l'orge de rang. Je pense que ça a un intérêt, l'orge hybride, parce que les parcelles déjà sont propres. Il n'y a aucune mauvaise herbe, parce que gestion des herbages est assez facile avec ces orges hybrides, parce qu'elles ont un pouvoir de couverture important. Et je pense par rapport au Maxi-Couve, il y a un intérêt aussi parce que elles apportent beaucoup de menu paille, du fait du volume qu'il y a de paille aussi, parce qu'on sent généralement entre 5 et 6 tonnes de paille sur ces cultures d'orge hybride. Et je pense que l'effet de menu paille qui reste sur le champ fait un espèce un peu mulching aussi. Et c'est là je pense que c'est un intérêt aussi pour le Maxi-Couve avec la Facili, quoi. Et donc, Ok. deuxième Ouais. expérience cette année. Du coup, il y a eu une impasse l'année dernière parce que l'appareil n'avait peut-être pas été mis en service. Je sais plus pourquoi. Je sais plus non Ouais. plus. Et deuxième essai cette année, donc semi un peu plus tardif, Est-ce on va dire au 17-18 juillet, je crois. C'était 15 Au juillet. 15 juillet, ouais. ouais. Est-ce que vous pouvez nous préciser du coup quelles sont les parcelles que vous avez choisies et pourquoi pour ces essais? Tout simplement les parcelles qui étaient en orge. Voilà. J'ai pas cherché par rapport au type de sol. On a un peu tout. On a du sableux, on a de l'argileux, voilà. Mais j'ai pas regardé par rapport au type de sol. C'était vraiment les parcelles qui étaient en orge, quoi. Donc vous avez fait sur toute la surface d'orge, c'était quelle surface? Oui. Ben, cette année, il y avait 6 hectares dans le bassin versant, plus 9 hectares hors bassin versant. On a fait les 15 hectares et les 15 hectares sont réussis. Je vous laisse prendre Et la donc, suite. Ouais. ouais, là, juste pour préciser, là, c'est les photos qu'on voit, c'est celles de 2022, justement, de la sécheresse. Donc, alors j'ai marqué semis 15 jours, mais en fait, j'avais plus tout à fait souvenir de la date de semis qu'il y avait eu. Donc, en fait, on est plus à 1 mois, voire 1 mois et demi, puisque je crois que c'était un suivi fin août, voire début septembre. Donc, on voit rien, justement. On voit quasiment aucune facélie, sauf à droite, là, on voit On quelques a mini à traces de droite, verdure. à droite au milieu, ouais. Ouais, Des c'est tiques. ça. Et donc, Idem, en fait, donc les essais ouais. sont, enfin, toutes les photos ont été mises sur l'application Landfiles, donc je remettrai les liens pour pouvoir zoomer. Ouais. Et donc, on voit bien effectivement qu'il reste quand même pas mal de matière, là, un peu de mulching par-dessus, et dans des chaumes, sans aucune verdure, quoi. C'était propre, malgré tout. J'ai une question, est-ce que quand il y a des essais modalités semis à la volée comme ça, là, surtout en 2022 en sécheresse, là, est-ce qu'il y a des modalités semis avec un smooradent par exemple à côté? Parce que l'été 2022, j'ai jamais fait des aussi beaucoup verts justement liés à la sécheresse. C'est pour une question comme ça. Ouais. Alors, il faut savoir que là, on parle d'essais, mais en fait, globalement, nous, pour la chambre, en fait, c'est pas vraiment des essais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche d'accumuler des données et puis de comparer. Là, c'est vrai que c'est plutôt des essais pour les agriculteurs. C'est eux qui après, apprécient le développement du couvert. Nous, on vient pour voir effectivement ce qu'il en est, mais on n'est pas dans une cadre de recherche, on va dire, dans un cadre de recherche. Donc on n'a pas construit les essais en soi.
Il n'y a pas de comparaison. Alors, je sais par contre qu'il y a des essais de Regra italien, un agriculteur qui de lui-même avait fait une comparaison sur une même parcelle, Regra italien en maxi-couve et comme ça, effectivement, en semis avec des chômeurs. Et on n'avait pas vu par contre de grosses différences en termes de biomasse. Mais dans tous les cas, ça avait bien levé. D'accord, merci. Si je peux me permettre, oui. Ouais, pour apporter un petit complément à la question, effectivement, comme tu l'as très bien dit, on n'est plus dans des dispositifs d'essai, là, on est sur du développement et testé chez les agriculteurs. C'est vrai qu'à la station de Kerguelen, pendant plusieurs années, il y avait des comparaisons quand même de semis à la volée par rapport à du semis direct ou des semis simplifiés. On n'a pas, je ne l'ai pas dit, on n'a pas forcément beaucoup plus de biomasse avec du semis à la volée comme ça avant la récolte par rapport à un semis, par exemple, direct à la dent, éventuellement, juste après récolte, quoi. Ça marche très bien, effectivement, de semer juste après récolte avec un semoir adapté très, très vite, quoi. On s'attend pas à avoir une plus grosse biomasse. Pas forcément. Dans les essais initiaux, il y avait marqué. Voilà. Pardon, dans les essais initiaux, il y a marqué qu'il y avait un rendement de plus 10% sur les essais initiaux, mais vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait un certain aléa et que le plus 10% était loin d'être garanti. Le plus 10%, c'est en moyenne sur l'ensemble des parcelles, des semis de couverts végétaux qu'on avait suivis. Donc là-dedans, dans le semis classique, on a des semis tardifs aussi, quoi. Mais si on regarde vraiment le semis juste après la récolte, très très vite après la récolte, par rapport au semis à la volée avant moisson, on n'a pas de grosses différences de rendement, quoi. Par contre, on a des différences en termes de temps de travail, quoi. Donc Marine, du coup, là, les photos, c'est toujours 2022, c'est ça? C'est ça c'est toujours 2022. C'était ouais, à peu près. Ouais, je pense que là, justement, c'était après la pluie. C'est les levées qui ont bien pris. On voit bien sûr les passages de roues où il y a un peu plus de repousse d'orge, a priori. Voilà, mais on voit que même après avoir passé, on va dire 2 mois au sec, les graines, elles ont quand même levé. Donc ça s'est passé quasiment d'un seul coup, c'est ça? Ce que disait Patrice, c'est parti super vite. Voilà, c'est ça. Dès qu'il a plu, en fait, derrière, ça a levé très très vite. Et en fait, même si la biomasse, il n'y a pas de différence entre du semis classique et du semis à la volée, je pense que la biomasse, par contre, on l'a plus vite. Dès le mois de septembre, on a un maximum de biomasse qui est présente. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Moi, je n'y croyais pas. Au bout de 2 mois, il va rien avoir, c'est pas possible, quoi. Et puis non, ça le fait quand même, quoi. C'est assez surprenant, ouais. Mais je pense que l'effet mulching un peu qui se fait avec le menu paille de l'orge hybride doit jouer un rôle important, je pense. Il doit y avoir une photo après encore, justement, du développement maximal du couvert. Là, tu l'as, là? Non, mais je pense que ça va venir. Il y a un petit lag. Ouais, voilà. Donc là, on était courant octobre, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, on avait quand même une très belle biomasse. On ne voit pas trop par rapport à la hauteur du couvert, mais on voit bien que la facélie est arrivée en fleurs et qu'on a une belle biomasse. Oui, pardon. Oui, j'ai une question, c'est sur la gestion des pailles. Est-ce qu'il y a un meilleur résultat quand la paille est broyée et laissée au champ ou exportée? Est-ce qu'il y a une différence? Peut-être David a des réponses à ce sujet. Dans tous les cas, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que quand c'est semé avant la moisson, il faut récolter, ramasser la paille le plus vite possible, parce que forcément, si ça commence à lever, les plantules, elles ont vite fait d'être asphyxiées sous les engrais de paille. Voilà. Alors, on n'a pas eu d'essai de comparaison, de véritable essai avec des bandes et des comparaisons, mais dans le groupe, on a des agriculteurs qui broyaient les pailles et des agriculteurs qui exportaient les pailles. Et globalement, on a à l'œil comme ça des meilleurs résultats quand on broie les pailles, quoi. Les laisser dessus, je pense que c'est vraiment l'effet menu paille que Patrice évoquait tout à l'heure. Ça conserve forcément l'humidité au sol et ça améliore probablement la levée. Et l'avantage aussi quand on broyait les pailles, c'est qu'on n'avait pas on a moins ce phénomène d'andrin comme on peut voir là, sur la photo là, qui reste, quoi. Donc le couvert était souvent plus homogène, quoi, en paille broyée. Ok, merci.
Et donc, donc juste là, pour c'est les nuancer, résultats. nuancer le 2022. Donc là, on a des belles photos du couvert chez Patrice, mais des 13 parcelles qui avaient été prévues d'être semées. Donc seulement 5 avaient été semées, et ce qui représentait 13 hectares. Et donc seulement 2 parcelles, donc à peu près à la moitié des 13 hectares semés, bon, ça fait que 6, qui avaient vraiment levé. Le reste, il a fallu ressemer derrière, puisque réglementairement, il faut un couvert. Donc, c'est obligation de résultat et pas de moyens. Donc, même si ça avait été semé une première fois, il fallait s'assurer que le couvert se développerait. Et donc là, Donc, c'est cette... et là, les photos, ça, c'est les photos de cette année, du 6 novembre, donc il y a 2 semaines, pour un semis au 15 juillet. Et Je donc ne sais là, pas, vous aviez Patrice, si réussi. tu avais vu si le développement était similaire à 2022, ou est-ce que... Si, peut-être un peu plus tardif. On a eu peut-être moins de chaleur, moins d'ensoleillement en septembre aussi. On a eu une montée en floraison, je pense, un peu plus tard que le premier essai de 2022, quoi. Mais c'est vrai que ça monte très vite en végétation et en floraison. C'est vrai que ça fait des couleurs dans la campagne qui sont vraiment top, quoi. J'ai des parcelles qui sont un peu sur le bord de côte, côte de Penthièvre, côte de baie de Saint-Brieuc, et c'est vrai que les gens souvent s'arrêtent à prendre des photos. On m'a même posé la question de savoir qu'est-ce que c'était. Ils pensaient que c'était de la lavande, tellement c'était vraiment joli, quoi. Mais là, cette année, par contre, c'était un peu plus en décalé, fin octobre, début novembre, la floraison, quoi. Mais là, le semis aussi était plus décalé, vu que Décalé, mais je pense qu'il les y a eu un semis manque 2022, d'ensoleillement c'était... aussi. Ouais. Ouais, le SMIL 2022, donc on rappelle, c'était le 30 juin, et celui de Ouais. 2024, on est sur le 15 juillet, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Mais forcément, il y a une part d'aléatoire, hein, c'est obligé. Mais bon, 2 expériences plein champ qui sont réussies malgré tout. Voilà, si je peux, je continuerai, ça c'est sûr, mais ça vaut le coup d'essayer, quoi. Mais dans l'ordre, alors d'emblée, je pense que j'essaierai peut-être l'année prochaine, on verra si on peut. Le problème, c'est l'utilisation du Maxi-Coup via la Cuma de la baie voisine, là. Il faut équiper un tracteur en roue étroite, mettre les bâches dessous, atteler, ça demande une demi-journée à un chauffeur de préparation. Donc c'est pas toujours évident, et pour faire quand même un minimum de surface. Donc c'est ça un peu le souci technique qu'on peut avoir aujourd'hui de l'utilisation du Maxico sur notre territoire, quoi. Juste si je peux me permettre, Oriane, de rajouter un élément sur l'aspect, parce qu'il a été dit, le côté aléatoire. Entre 2017 et 2019, là, avec le premier Maxico, on estimait à 80% des parcelles d'orge, enfin, des semis sous orge qui étaient satisfaisants. Donc on a 20% d'échecs à peu près. Et en blé, par contre, on était à une parcelle sur 2, où on avait échec ou réussite, quoi. Voilà. Ça donne des ordres de grandeur. Nous, sur le secteur, c'était comme ça. Orge, 80% de réussite, donc c'est pas 100%, mais c'est quand même pas mal. Et sur blé, on est sur quelque chose de vraiment plus aléatoire, quoi. Et là, on voit bien le résultat, hein, aussi 6 novembre, comme vous le disiez, Patrice, l'effet fleur assez, Ah oui, c'est assez super. épatant Ouais. en termes même de densité de couvert, très satisfaisant. Marine, il y avait un petit point sur les racines, sur le développement racinaire qui était intéressant. Oui, c'est ça. Alors, j'ai normalement 2 photos qui suivent. Alors, forcément, comme on ne travaille pas le sol, la structure, enfin, les graines, elles peuvent se retrouver sur un endroit un peu plus tassé. Mais malgré tout, on voit sur la photo de droite, ça fait un peu comme un colza où on a une petite croûte plus tassée là. Et ça fait un angle, mais il y a toujours un enracinement qui se fait. La facile trouve un moyen de se frayer un chemin, quoi. Mais bon, tout ça aussi pour dire que la structure du sol peut aussi jouer sur la qualité du développement du couvert, globalement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Madame Marine et Patrice, sur cette expérience? Pour moi, c'est des expériences réussies. Voilà, il y a quelques facteurs à respecter. Voilà, si je peux refaire l'année prochaine, si techniquement ça peut se faire, j'essaierai sur des parcelles plutôt argileuses. Donc, on verra si la réussite sera la même. Mais
Ouais, pour moi, c'est pas mal, quoi, maintenant. Et voilà, il faut faire un peu de mulching, il faut se mettre assez tôt, c'est sûr. Et puis, dès qu'il y a de l'eau qui arrive, ben, c'est parti, quoi. Parenthèse sur les parcelles plus argileuses, celles-ci, je ne crois pas qu'on ait parlé de la texture, elles avaient quelques Non, caractéristiques? c'est plutôt sableux, hein, c'est assez sableux comme. Donc, Et du coup ça facilite les petites graines pour s'implanter, quoi. Voilà. Après, les sols plus grossiers, plus argileux, j'ai pas testé encore. Ce sera pour l'année prochaine, donc on verra. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une ou deux questions avant qu'on passe aux semis en sortie d'hiver? Non, c'est bon. Bah, super, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole maintenant à Noémie et Marc sur les semis à la volée de trèfle blanc en sortie d'hiver. Alors, pour précision, et le point important, en fait, c'était sur l'ensemble des semis à la volée. Ce que David avait signalé, c'est qu'on retrouve le même raisonnement pour avant la moisson et en sortie d'hiver, c'est-à-dire qu'il faut des parcelles propres, des petites graines. Et là, on va voir que justement, la gestion de l'humidité et la gestion de la lumière sont aussi importantes, mais ne sont pas les mêmes. Et la propreté. Oui, bien sûr. Les parcelles propres, petites graines, gestion de l'humidité, gestion de la lumière. D'accord. Donc, bonjour à tous. Noémie Chariot, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture basée à Vannes et j'anime le groupe ACS 56 et je suis donc en compagnie de Marc Guégan, donc qui est agriculteur impliqué dans ce groupe, donc qui est un groupe spécialisé en agriculture conservation des sols. Et on va vous présenter des essais menés cette année au sein du groupe et notamment des essais de semis à la volée de trèfle blanc en sortie d'hiver. Et avant de se lancer dans la présentation, je vais laisser la parole à Marc qui va vous présenter l'historique de son exploitation, les étapes clés de sa transition en ACS et ses motivations pour avoir testé cette année le semis à la volée dans 2 de ses parcelles en colza. Donc, je profite pour préciser, merci beaucoup Marc d'intervenir. On a eu l'occasion avec Marc d'échanger en amont de cette réunion et donc de faire un interview complet justement pour parler de l'ensemble du système d'exploitation, les choix d'itinéraire technique et l'évolution vers l'ACS. On aura l'occasion sur le groupe ACS Bretagne sur Landfiles de publier l'entretien complet par la suite. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les pratiques de Marc, ça sera possible dans les semaines à venir. Marc, je vous laisse vous présenter. Donc, moi, je suis agriculteur, ancien éleveur laitier. J'exploite une SAU de 150 hectares. Je suis installé en 1997, donc ça fait déjà quelques années. J'ai été éleveur laitier jusqu'en 2020. Donc, ça fait 4 ans, passé du mois de février, que j'ai arrêté mon activité lait. Et je suis donc aujourd'hui uniquement céréalier, grande culture. Je suis en TCS depuis 2001. Pour moi, c'était une évolution naturelle de mes pratiques. Et alors, je l'ai bien expliqué l'autre jour à Oriane, j'étais en CUMA jusqu'en 2013 et j'ai eu beaucoup de déceptions CUMA avec un groupe qui était très charru et très combiné, avec beaucoup de cultures type industrie et pommes de terre de sélection, voilà, sur notre secteur. Moi, le TCS, c'était avec 2 objectifs. Le premier, c'est respecter mon sol, et le deuxième, c'était de limiter mes pratiques, avec donc un objectif économique. À côté de ça, donc, je suis aussi producteur d'énergie. Je fais de la plaquette bocagère. Donc, dans le cadre de la SIC Argois de Boénergie, dont la création donc, a été faite ici à Pontivy il y a déjà une quinzaine d'années et qui aujourd'hui est devenu un groupe départemental, donc animé par Samuel Leport. Et je suis dans cette dynamique-là partisan de la haie, donc j'en plante régulièrement. J'en ai planté 2,3 km l'année dernière, j'en ai planté 2 km l'année d'avant. Et mes premières plantations datent déjà d'il y a une dizaine d'années, dans le cadre de programme Bresse-Bocage. Au niveau de mon assolement, ma tête d'assolement, c'est du colza pour une quarantaine d'hectares. Derrière viennent donc des céréales à paille. Alors, selon les années, il y a une répartition différente selon mes sols, parce que, donc, vous voyez à côté, j'ai 3 exploitations associées. Donc, c'est du blé,
du triticale et de l'orge. L'orge, récemment, j'en mettais pas avant, j'ai commencé à mettre de l'orge l'année dernière. Autrement, c'était blé triticale, blé dans les parcelles profondes et triticale dans les parcelles à risque. Et aujourd'hui, je me permets de mettre de l'orge un peu des deux côtés, parcelles à risque ou parcelles profondes avec de l'orge pour un peu casser mes rythmes céréales. Derrière, donc, j'ai de la févrole. Depuis 4-5 ans, je mets de la févrole. J'ai fait d'abord des essais sur la févrole d'hiver avec une grosse déception la première année. Et maintenant, je suis systématiquement en févrole de printemps. Et puis, du maïs grain humide ou sec, selon mes débouchés. Dans les parcelles, donc toutes parcelles et parcelles humides, parce qu'il y a des parcelles où on a donc des sensibilités d'humidité et où on ne peut mettre que du maïs au printemps. Les trois types de terre, c'est Locmalo, siège d'exploitation, une terre plutôt équilibrée, avec une réserve en eau correcte, éventuellement un peu séchante en été, mais parcelle facile à travailler. Cléguérec, qui était le siège historique de mes parents, que j'ai gardé, et avec plutôt des limoneux argileux, donc avec des terrains un peu plus froids, et avec une très bonne réserve en eau, par contre plus délicate à travailler. Et Pleuerdut, donc c'est à l'opposé, du terrain plutôt séchant, plutôt limono-sableux et avec une faible réserve en eau, qui pour moi avait un intérêt quand je l'ai reprise, parce que j'ai repris cette dernière ferme-là que j'ai repris en 2011, c'était pour faire l'équilibre avec des années très humides où on se trouvait avec des difficultés d'implantation de maïs. Et à Pleuerdut, j'ai trouvé pendant, et avec des parcelles plus séchantes et qui se ressuient plus vite, qui se réchauffent plus vite, mais qui sont plus faibles en réserve en eau. Voilà. Ce qui va être très intéressant, c'est que justement, vous avez expérimenté, Noémie va le préciser tout à l'heure, sur 2 parcelles différentes, sur 2 de ces îlots différents, donc Oui. avec des résultats qui varient, mais liés justement à ces différences de texture et d'exposition. Complètement. Les deux parcelles en test cette année déjà, alors l'histoire du trèfle, dans moi déjà, sur l'implantation des couverts, jusqu'à ce que j'arrête mon activité laitière, je donnais ça, moi, à l'ETA, et qui intervenait principalement avec un orge pronto en semi-simplifié, juste et derrière céréales. Et j'ai toujours alors j'ai fait beaucoup de moutarde jusqu'à ce que je mette de la colza dans mon assolement depuis que je suis céréalier. Donc maintenant, c'est Facelli trèfle, c'est ce qu'il y a de plus simple, plus efficace. Donc la Facelli à 7 kg, le trèfle à 1,5 kg. Aujourd'hui, j'ai un outil de semis, moi, adapté. C'est un compile en 6 mètres sur lequel j'ai adapté un Delimbe pneumatique en 8 sorties. Ça, c'était pour l'outil qui me sert aussi à faire des préparations superficielles sur maïs au printemps, quand il faut faire des enfouissements d'organique. Et donc là, on a fait un essai trèfle cette année, parce que suite à une réunion du groupe ACS chez un de mes collègues qui est équipé d'un DP12, nouvelle génération de chez Kuhn, on a pris la balle au rebond, nous, dans notre groupe ici, parce que moi, je suis en ACS avec un groupe qui, au départ, était animé par Denis Bossé sur la chambre de Questembert, sur la chambre de Hennebon, voilà. Et on a toujours gardé des liens entre nous sur des différents essais. On a fait plein de sortes d'essais, streptile et autres, avec des convenus, avec toutes sortes de résultats. Et là, on a pris la balle au rebond au mois de janvier en se disant, tiens, on va faire l'essai. Allons-y, banco. Et donc, moi, je l'ai fait sur 28 hectares, où on a eu une réunion le 30 janvier et on a semé le 1er février, donc 2 jours plus tard, le temps de trouver des graines. Et moi, j'ai semé sur 2 parcelles. Donc, une parcelle à Locmalo de 8 hectares et demi, une parcelle de 18 hectares à Pleuerdut. 4 kg de trèfle à l'hectare, avec 4 variétés, en trèfle blanc nain demi-agressif, sur la grille préconisée par Jean-Philippe. On a tapé en plein milieu de la grille. Les variétés de trèfle, on les verra un peu plus en détail. Ouais. On les détaillera après. Ça vient sur une autre diapo, comme ça on aura le support. Et on a pu faire ce semis-là, juste pour compléter, parce que j'avais fini, moi, le programme de désherbage colza, parce qu'on fait un kerb, en général, début janvier. Avant, on le faisait beaucoup plus tôt, mais maintenant, on attend, entre guillemets, le plus tard possible pour faire le kerb. Mais on sait que notre date butoir est au 15 janvier pour faire les kerbs. L'idée, c'est d'avoir des sorties, des colza récoltes les plus propres possibles. Parce qu'éventuellement, on a des mauvaises surprises d'avoir souvent des rumex ou des chardons dans le colza à la récolte. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Noémie pour expliquer un peu le contexte de ces essais. Là, juste la diapo d'avant. Pardon.
Hop, merci. C'était juste pour information, en fait, comme l'a dit Oriane sur les autres interventions, tous les essais à la volée de trèfle blanc du groupe ACS 56 ont fait l'objet d'une publication dans Landfile. Donc, on vous remettra le lien et vous pourrez y accéder. Et donc, comme l'a dit Marc, donc, sur la diapo d'après, les essais donc, ont fait suite à un rendez-vous qui a eu lieu donc, le 31 janvier donc, du groupe ACS 56 lors de la 4e et dernière journée de formation ACS. Et donc là, la thématique, c'était les associations de culture et couverts permanents. Et donc, Jean-Philippe Turlin est intervenu pour présenter le semi-direct sous couvert permanent de trèfle blanc et présenter des résultats d'essais du groupe TCS 29. Et à la suite de la journée, donc, on a poursuivi chez Jean-Marie Kemener, donc, qui est agriculteur, donc pratiquant le semi-direct sous couvert permanent de trèfle blanc. Et on a pu aussi visiter un essai de variété de blé en semi-direct sous couvert de luzerne. Et donc, cette journée, ça a été un peu un moment charnière en fait pour le groupe, puisque ça a permis en fait notamment la rencontre avec Jean-Philippe et avec Jean-Marie Kemener de passer un cap pour les agriculteurs du groupe et de tendre petit à petit vers le semi-direct sous couvert permanent. Donc voilà pour quelques éléments de contexte. Et donc, par rapport aux participants, donc, il y a plusieurs des membres du groupe qui ont mis en pratique le semis à la volée de trèfle blanc et comme disait Marc, 2 jours après la rencontre. Donc, il y a notamment Sylvain Jean qui avait publié une photo sur Landfile à ce sujet. Donc, Sylvain est plutôt situé donc, au nord-est du département, à Mauron. Et nous, on a suivi un peu plus en détail donc 7 parcelles qui sont situées donc au nord du département à cheval avec le 22. Donc 3 parcelles chez Patrick Vidello, donc vers Saint-Aignan et Guerre-les-Dents. 2 autres parcelles chez Pierre Lelu vers Cléguérec. Et les 2 dernières parcelles plus au sud, c'est ces parcelles-là qu'on va vous présenter, donc celle de Ploerdut et celle de Locmalo. Donc, si on passe à la diapo d'après, donc là, c'est ce que tu expliquais, Marc. Donc, un semis à la volée avec le distributeur engrais de Jean-Marie Kemener, le DP12, le 2 février. Dans du colza que tu avais semé début septembre. Et donc, sur 2 parcelles aux caractéristiques bien différentes. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que voilà, on a des réussites qui sont différentes, notamment par rapport à la texture du sol, par rapport au contexte pluvieux de cette année. Donc, juste pour rappel, Marc l'a dit aussi qu'il avait terminé ses désherbages colza fin janvier, donc on n'a pas eu de risque de phytotoxicité sur le trèfle blanc. Et Marc a fait le choix d'un mélange de variétés, alors que les autres membres du groupe ont plutôt choisi une variété en pur, naine, la variété Haïfa. Et toi, Marc, du coup, tu as choisi une variété naine et 3 variétés plutôt de type intermédiaire dans la gamme d'agressivité moyenne. Voilà, et faut bien rappeler que le choix des variétés de trèfle, c'est important en fait de les choisir en fonction de son type de sol et si on fait partie d'une zone plus ou moins arrosée. Et l'objectif… Pardon, est-ce que tu peux préciser du coup quand vous dites du trèfle milieu de tableau en termes d'agressivité, pourquoi milieu de tableau? Parce que du coup, Jean-Philippe avait présenté une grille avec différentes variétés de trèfle blanc qui avaient été testées. Et donc, du coup, elles sont organisées en fonction d'une échelle d'agressivité, en fonction de zones séchantes, zones humides. Et donc, ça permet de choisir au mieux ces variétés. Et c'est un tableau qu'on pourra aussi faire passer dans Landfile comme document support. Et donc, pour Marc, l'objectif, c'était vraiment de maximiser la couverture permanente de ton sol et produire de la biomasse, quoi. Parce que même si Marc n'exporte pas ses couverts pour de l'élevage ou pour des cives, il s'applique dans la réussite de ses couverts, notamment pour améliorer aussi la fertilité de ses sols, quoi.
Et donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est un peu une frise chronologique du semis à la volée, qui a eu lieu voilà, le 2 février, jusque là au semis des céréales d'hiver, et de vous faire voir un petit peu l'implantation de ces trèfles. Donc, on avait profité d'une rencontre entre conseillers du dispositif pour visiter l'ensemble des parcelles. Donc, on était 3 mois après le semis à la volée. Et donc, chez Marc, on était en pleine période de floraison du colza. Donc, si on regarde la diapo d'après, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on avait différents stades de trèfle, de 2 feuilles, de 2 à 5 cm de haut, jusqu'à 6 feuilles, des trèfles bien développés, 17 cm. Donc là, c'était les différentes variétés aussi qui s'exprimaient un peu différemment. C'était plutôt bien homogène. On avait une bonne densité de trèfle sous le colza. Donc après, on a fait une autre visite à plus 6 mois après le semis à la volée. Donc là, on se situe en août. Et donc là, on était 1 semaine après la récolte. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez hétérogène. Donc, on est sur la parcelle de Locmalo. Et donc, du coup, en fait, on a des spots de trèfle donc plutôt bien développés. Et dans les zones où en fait, il y a les pailles, donc c'était sur la diapo d'avant, on a quand même des petits trèfles qui étaient présents. Et en fait, Jean-Philippe nous avait aussi rappelé que parfois, le trèfle peut rentrer en dormance plusieurs mois. Et une fois que les conditions sont réunies pour sa germination, là, il se met à germer. Donc, on s'est dit, OK, c'est hétérogène, on a des spots, mais on a des petits trèfles qui arrivent. Et donc, du coup, on s'est dit, on va voir si avec voilà, de la chaleur, de la lumière, ça se développe. Et on avait aussi une problématique de salissement, du coup, au rumex sur cette parcelle. Donc, la photo d'après, c'est toujours la même parcelle. On voyait bien la délimitation entre voilà, une zone bien développée et puis une zone où il y avait très peu de trèfle. Et sur la parcelle donc, de Ploerdut, donc sur la diapositive d'après, donc à la même période, là, on avait aussi des spots, mais c'était plutôt homogène. Voilà, il y avait aussi un enherbement rumex, mais qui était plus localisé, moins marqué. Du coup, c'est la photo d'avant. Et donc là, du coup, c'était plus encourageant que la parcelle à Locmalo. Donc, on a laissé passer un peu de temps. Donc, là, on arrive donc, au mois d'octobre. Donc, sur la parcelle de Locmalo, là, on a des hétérogénéités qui se sont creusées et une compétition aussi avec le rumex, où là, il n'y avait pas de trèfle en dessous. Donc là, en fait, Marc a pris la décision voilà, de prioriser le désherbage et donc, du coup, de détruire le trèfle pour semer une orge derrière. Donc là, cette parcelle-là, voilà, c'est pas concluant. Donc, voilà, il n'y aura pas de suite. On ne va pas suivre le trèfle, voilà, puisqu'il a été détruit. Par contre, sur la parcelle de Locmalo, de Ploerdut, pardon, là, c'était beaucoup plus encourageant parce qu'on avait un beau développement du trèfle, sauf sur les zones où il y avait les zones enherbées avec les rumex. Mais par contre, sur la photo d'après, sur la diapo d'après, on voit bien que là, c'était plutôt homogène. Il y avait quelques trous par-ci, par-là, mais quand même une bonne homogénéité, une bonne densité du trèfle et avec des zones où le trèfle était développé à hauteur de botte. Donc là, on était plutôt contents parce que par rapport aux différentes parcelles du groupe, c'est la seule qui a donné ce type de résultat. Marc avait aussi envisagé peut-être de valoriser le trèfle pour un éleveur. Du coup, ça ne s'est pas fait dans le contexte de l'année. Donc là, tu as pris la décision de broyer le trèfle avant de faire un semis direct de blé. Tu as broyé le trèfle, c'était plus voilà, effet camomille pour tranquilliser aussi un petit peu. Oui. Oui, j'avais peur de se mettre dans le trèfle en l'état. Vous voyez quand même sur la photo avec le broyeur, quand on est à hauteur de botte. Alors, mon interrogation était aussi liée à la maîtrise du semoir, parce que mon semoir, c'est la deuxième année que j'ai ce semoir.
Je l'ai rentré l'été de la semaine de l'année dernière. L'année dernière, j'avais semé une partie de mes céréales avec, mais j'avais dû abandonner parce que vu les quantités d'eau qui tombaient, le semi-simplifié était devenu impossible. Et donc, du coup, je reprenais la main cette année. C'est la première fois que j'allais mettre mon semoir dans du couvert. Et donc, pour vous dire, j'avais un peu la trouille. Et j'ai dû chercher un peu mes réglages. J'ai même eu l'occasion dans mon collègue Patrick Lidlot de Mur au téléphone. Et Patrick me dit, t'inquiète pas, cherche tes bons réglages et ça va le faire. Il dit, même si tu vois quelques grains en surface, c'est pas ça le problème. Donc il m'a conforté. Et puis j'ai repris tous les réglages de mon semoir. J'ai oublié tous mes réglages de semis dans des terrains ouverts, comme là où j'ai dû ouvrir un Locmalo pour défaire mon Rumex et mon trèfle. Et puis ça a fonctionné. Ben là, on voit le travail. Vous voyez la photo. Donc, le semoir, c'est un Pottinger en 4 mètres qui ouvre la ligne de semis avec un disque turbo. Et c'est surtout pas un disque concave, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire du déchômage. Le disque turbo, chez Pottinger, ils appellent ça le Wave Disc, W-A-V-E. Et ce disque-là donc, va nous foisonner une bande de 5 cm de large. Et on le voit très bien sur la gauche. Eh ben, en foisonnant 5 cm, la ligne de semis est dans la ligne du disque ouvreur et ça a fonctionné. J'ai travaillé sur la profondeur, donc j'ai mis ma profondeur à 3 cm sur ma roue de appui et j'ai rajouté de la pression. J'ai donc gestion hydraulique de la pression et je suis monté à la limite de la zone verte, qu'on appelle ça, sur la pression. Donc là, on était pression en barre, donc je suis monté à 50 kg de pression et j'avais très peu de graines en surface. Et là, aujourd'hui, c'est en train de lever et le début de levée est correct. Voilà, on verra ça dans quelques semaines, mais pour l'instant, ça semble bon. Voilà. Parenthèse à l'achat, du coup, cet outil. Comment? L'achat de cet outil? Oui, c'est l'été de l'année dernière. J'ai acheté cet outil. J'ai acheté tout là. Donc l'année dernière, on était en 2023. Donc été 2023, j'ai commencé à semer à l'automne parce que j'ai pas osé semer mes colzas avec l'été dernier parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir la maîtrise de l'outil. Et j'ai commencé par mes céréales à l'automne dernier où j'en ai fait donc la moitié de mes surfaces avec. Et après, j'ai abandonné parce que c'était trop mouillé. Et j'ai acheté ce semoir-là d'occasion parce qu'un 4 mètres Pottinger de ce style-là, ça coûte selon les options entre 80 et 100 000 euros pour un 4 mètres. Voilà. Et là, l'achat, il a coûté combien? 52 000 euros hors taxe. C'est un semoir très récent parce que l'agriculteur qu'il avait, qui n'est pas en Bretagne, j'ai été le chercher en Bretagne, par relation, parce que c'est par un réseau que j'ai réussi à avoir accès à ce semoir-là. C'est la région de Châteauroux. Et à Châteauroux, il a essayé de semer avec ce type de semoir dans de la terre avec beaucoup de cailloux et de petits cailloux. Et lui était très déçu du travail. Et donc, moi, je voyais à peu près ce que j'avais à faire avec et je me dis, chez nous, ça devrait marcher. Et ça a marché. J'avais un historique sur le disque ouvreur parce qu'avant, j'avais un Green Plane en 3 mètres, donc en distribution Rouget, donc en entraînement mécanique, et où on avait déjà un disque turbo mais en version droite, donc qui lui foisonnait 1 cm. Et je trouvais que ce fameux centimètre d'ouverture, c'était pas probant. Parce que quelquefois, on n'est pas toujours dans la ligne de semis. Et finalement, je voyais derrière du travail, du recouvrement de graines qui n'était pas parfait. Mais j'avais déjà l'expérience du semoir donc simplifié, parce que le Green Pen est un semoir simplifié. Ou direct, on fait les deux avec. Et donc là, il est adapté à tous vos terrains. Parce que vous disiez que votre vendeur de Oui, Châteauroux, pour moi, c'était ça à cause des marche, cailloux que ça ne marchait pas? Ben, ça ne marchait pas, il y avait trop de cailloux en surface. C'est du tout petit caillou, c'est une terre très granuleuse avec beaucoup de cailloux. Et là où j'en suis, je sais qu'aujourd'hui, il a 2 types de semoirs, mais il a entre autres un semoir à dents. Et il m'a dit encore, parce que j'ai gardé des relations avec lui, que ses meilleurs semis de l'automne dernier, c'était avec un semoir à dents. Donc il a acheté un semoir à dents 6 mètres sur un constructeur local, d'après ce que j'en sais, et il est très content du travail. Voilà. Il a vraiment. Ouais, je rappelle par contre ce que m'avait dit Noémie initialement sur la raison pour laquelle c'était un semoir à disque, c'est qu'un semoir à dents, en fait, avec le réseau racinaire du trèfle, ça faisait des bourrages, c'est ça, Noémie? C'est impossible, ouais, c'est quasiment impossible. Ouais. C'est quasiment impossible. Du moins, je pense que c'est impossible. C'est beaucoup plus conseillé avec des disques, oui, parce que du coup, ça va couper les stolons et donc on va pouvoir positionner la graine. Alors que si on a des dents, les stolons vont se prendre dans les dents et donc créer des bourrages, quoi. C'est bien ça. On part sur le bilan ou vous aviez d'autres choses à dire sur la partie, sur les parcelles elles-mêmes? Du coup, ça fait partie aussi du bilan. Oui.
parce que donc ce qu'on a relevé de ces essais, alors nous, comparé au MaxiCouv, on n'a pas beaucoup de recul, on est sur notre première année, donc voilà, l'idée aussi, c'est de partager avec vous et puis voir les expériences aussi par la suite de chacun pour échanger. Donc, on était dans des conditions climatiques peu favorables pour la réussite de ces essais. Pour rappel, le trèfle blanc a besoin de lumière et de chaleur pour se développer. Donc, deux conditions qui nous ont fait un peu défaut cette année. Et en plus de ça, donc, le trèfle blanc a été semé à la volée tout début février. Donc, on était un peu en date limite et une date sans doute trop tardive dans le contexte de 2024. Donc, ce qu'on conseille, voilà, c'est de privilégier un semis de colza avec le trèfle blanc quand on est dans le cas de parcelles propres. Donc, c'est le cas de 2 agriculteurs du groupe qui ont réalisé, qui ont pris cette option cette année avec leur semis de colza. Ou quand on est dans le cas de parcelles sales, notamment en dicote, faire son semis de colza seul et semer après le trèfle blanc à la volée, mais plus précocement, dès la fin des désherbages, dès novembre. Donc là, ça a été le choix notamment de Jean-Marie Kemener cette année de semer plus tôt. On a mis aussi un point de vigilance des produits utilisés pour les désherbages d'automne et de printemps. Il y a certains produits qui peuvent être phytotoxiques sur un trèfle blanc jeune et être employés après pour le réguler une fois que ces stolons sont bien développés. De privilégier un mélange de variétés de trèfle blanc au choix d'une variété en pur. Donc, Marx avait été le seul du groupe à faire ce choix-là. Du coup, on prend moins de risques aussi, notamment par rapport à des qualités de semences qui pourraient être défectueuses et donc du coup de louper un semis par rapport à une qualité de semence. Donc, en ayant un mélange de trèfle, on diminue ce risque. Voilà, on faut bien choisir ces variétés de trèfle blanc en fonction de la nature de son sol et si on est dans une zone plus ou moins arrosée. Dans le groupe, même si les résultats sont assez aléatoires, ou parfois on avait des spots de trèfle, donc un développement assez hétérogène, il fallait aussi continuer à observer ces spots-là avant l'implantation des céréales d'hiver et prévoir une régulation. Et aussi toujours une surveillance des populations de limaces après colza et évaluer le risque limace avant les semis de céréales. Et les 3 points qu'on a cités par rapport, qui peuvent expliquer en fait un résultat satisfaisant de la parcelle de Ploerdut, déjà c'est le choix de marque d'un mélange de trèfle avec une variété naine, 3 variétés intermédiaires moyennement agressives, un programme de désherbage qui était finalisé avant les semis à la volée, donc pas de risque de phytotoxicité. Et surtout, la texture du sol de la parcelle, donc limono-sableuse, un sol plus séchant qui a sans doute favorisé l'implantation du trèfle blanc dans les conditions pluvieuses de cette année. Donc, la marque a pu aller jusqu'au bout de la démarche et réaliser un semis direct de blé donc, dans le couvert de trèfle blanc. Et pour les autres cas, au sein du groupe, les agriculteurs ont choisi de persévérer. Un échec analysé et compris, ça devient une expérience. Le plus dur, c'est de se lancer. Et après, c'est de tester sur son exploitation, voir ce qui marche pas, ajuster au fur et à mesure. Donc, au début, tester sur 1 ou 2 parcelles. Et une fois que vous avez trouvé la bonne recette, là, pouvoir l'étendre sur plus de surface de votre exploitation. Et donc, pardon, je te laisse terminer, excuse-moi. Non, j'allais passer à la diapo d'après pour conclure. Donc, je voulais revenir un tout petit peu en arrière en fait sur les limaces. Parce que là, lors de l'interview d'Erwan Karadec, on avait parlé justement des limaces. Il nous disait, moi, en fait, les limaces, même si j'ai une grosse densité de limaces, ça ne pose pas du tout problème dans mes cultures parce que les limaces se ruent sur le trèfle et le trèfle sert de fourrage pour les limaces et il ne touche pas aux cultures derrière. Est-ce que là, par rapport au risque de limaces, c'est un problème de densité, c'est un problème de période? C'est lié à quoi?
Là, déjà, on est dans des conditions qui favorisent les limaces, hein. Quand on est en conditions humides, les limaces, elles ont proliféré aussi tout l'été. Les populations de carabes n'ont pas pu suivre, hein. Puis là, les carabes sont partis en hibernation. Donc voilà. Et là, certes, le trèfle va être plus attractif que le blé. Donc, elles vont peut-être voilà, plus aller se nourrir sur le trèfle et peut-être laisser le blé se développer. Mais néanmoins, il faut être vigilant, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à aller observer ces parcelles, mettre des pièges à limaces et déclencher un traitement si nécessaire. Et après, c'est aussi avec l'expérience que Erwan Karadec, voilà, c'est quelqu'un qui est aussi expert en ACS. Ça fait plusieurs années voilà, qu'il est dans sa transition. Donc, il a un écosystème aussi qui s'est peut-être voilà, mis en place, développé. Quand on débute tout juste sa transition, faut limiter aussi les risques. Et puisque ce que tu disais, Marc, c'est que c'était super important du coup d'être vraiment en observation en permanence, à la fois par rapport au sol et par rapport aux cultures. C'est ce que tu as fait, Ah oui, complètement, oui. Et sur les limaces, je rejoins ce qu'a dit Noémie. Semble-t-il que le trèfle est plus appétant que le blé qui lève. Donc, la parcelle fait 18 hectares. J'espère qu'on dira dans un an, ça a super bien marché et que les limaces n'ont pas tout bouffé. Maintenant, pour être tranquille, parce que moi j'aime bien dormir tranquille le soir et surtout sur une parcelle de 18 hectares en test, ça fait un peu beaucoup. Donc, j'ai passé un coup d'anti-limace la semaine dernière. Et j'en ai mis 3 kilos à l'hectare. Alors, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça me conforte en me disant que si par endroit il y a trop de population de limaces, c'est une petite barrière. Voilà. C'est pas une grosse barrière, mais c'est une petite barrière. Mais j'ai pas mis de métaldéhyde parce qu'il y en a plus, j'ai mis un phosphate ferrique. Donc, on n'a pas le même effet, mais j'espère que ça fera un petit effet s'il y en a besoin. Et quand tu dis 3 kilos, ça correspond quoi en IFC? Comment? Par rapport à la dose recommandée, 3 kilos, tu dis Non, c'est pas j'aurais beaucoup, pu mettre 5 ou 6 kilos, mais l'idée c'était aussi de limiter la dépense parce que, bon, et en plus, je l'ai fait au quad, donc c'est un peu de passe-temps dans 18 hectares. Voilà, on verra. On verra. Maintenant, l'essai n'est pas terminé. Et je pense que c'est la suite, c'est que dans un an, on sera encore à mi-chemin et dans 2 ans, on sera avec du trèfle dans le maïs parce que l'idée, c'est d'aller mettre un maïs sans toucher à l'horizon superficiel. C'est ça l'idée, derrière le blé. Voilà. Et donc, on verra. J'espère qu'on aura un trèfle qui va bien nourrir tout ça et puis que sur une parcelle qui est en plus une parcelle avec faible réserve en eau, qui n'est pas des plus riches sur le fond, qui éventuellement peut être sujette à l'érosion naturelle parce qu'il y a de la pente par endroit, ça sera tout bénéfice. C'est ça l'idée. Donc là, par rapport à ce que disait Marc, en fait, les parcelles, même si elles ont plutôt réussi comme celle de Ploerdut ou des résultats moyens, on va continuer à les suivre l'année prochaine. Donc les parcelles où il y a eu un semis à la volée de trèfle dans le blé, là, l'agriculteur a fait le choix de semer un RGI trèfle violet au 10 août. Donc il y aura un ensilage au printemps. Donc là, c'est sur la parcelle de Guerlédan. Donc, c'est les 2 photos d'en haut qui ont été prises donc, en septembre, 45 jours après la moisson. Dans les parcelles où le semis à la volée avait été réalisé dans du colza, donc là, les agriculteurs ont fait le choix de réguler le trèfle blanc à l'automne et de semer directement un blé. Et donc là, on verra à la moisson le développement du trèfle, donc sur les parcelles de Guerlédan et Cléguérec, donc voir si ces spots de trèfle ont pu s'étendre et mieux coloniser le sol ou pas. Donc là, c'est la photo qui a été prise cette semaine. On voit les blés qui pointent. Donc la parcelle de Marc de Locmalo donc a été stoppée par rapport donc plutôt à une priorisation voilà. C'est la photo que j'ai envoyée hier. Regarde. La photo où on voit le semis de blé qui lève là, juste à côté de la parcelle de colza. Voilà. Attends. C'est de l'orge, pardon. Est-ce que là, attends, 2 secondes, je vais revenir en. Hop, c'est la parcelle de départ. Celle-là?
Attends, je vois rien. Voilà, voilà. Donc là, à gauche c'est un colza qui a été semé en direct donc après orge. Et puis au milieu, on aperçoit donc une plantation parce que j'ai créé une ligne d'arbres en plein milieu de la parcelle. J'ai coupé la parcelle de 17 hectares en deux. Et sur la droite, ici, donc on voit donc une orge qui est en train de lever. Et c'est là qu'on avait notre fameux essai de trèfle et où le rumex avait pris dessus. Voilà. Que donc j'ai nettoyé, c'est ce que j'ai mis dans les SMS, que j'ai nettoyé avec un. Donc on a fait glypho plus Banvel, et puis il y a plus d'un mois, et j'ai fait un coup de couvercle pour mélanger tout le déchet de surface. Et j'ai passé un coup de broyeur, parce que sinon mon rumex tige, parce qu'il y a une partie de rumex qui est arrivée rumex tige, j'aurais eu beaucoup de mal à le gérer. Puis derrière, je suis passé avec le semoir, tout simplement. Voilà, le Pottinger. Et ça fait un travail propre, parce que je suis un peu. Ouais, j'ai toujours la trouille de la lever avec des parcelles où je ne maîtrise pas le salissement. Voilà. OK. Super, merci beaucoup. Donc, j'arrivais là-dessus. Alors, la dernière parcelle, ce qu'on n'a pas conclu sur la diapo d'avant, la dernière parcelle, donc celle de Ploarduc, donc avec les meilleurs résultats de l'année du groupe. Donc là, on va pareil, attendre la moisson de l'année prochaine, voir la biomasse produite et puis poursuivre à observer cette parcelle-là. Et donc là, la photo, c'est un jour après le semis de novembre. D'accord, super. Est-ce que, du coup, je regardais le timing, il y a Noémie qui proposait de présenter aussi d'autres essais qui peuvent être déployés. Idem, ces essais-là sont disponibles sur Landfiles. Est-ce que tu veux qu'on aborde ça maintenant ou on prend des questions-réponses? On ne va peut-être pas le regarder en détail, mais peut-être juste l'évoquer. Donc, en fait, on voulait juste vous partager qu'il y avait d'autres essais en cours sur cette thématique. Donc, des essais de variétés de trèfle semées à la volée tout début septembre dans du colza. Donc, il y a un essai qui est à Crédin, donc une parcelle du giron donc de Kerguenec. Et cet essai a été dupliqué dans le 29 et dans le 35. Donc là, sur la première photo, c'est 40 jours après le semis à la volée. Et sur la photo de droite, là, c'est 2 mois après. Et juste pour vous dire que voilà, n'hésitez pas à, si vous avez l'occasion à visiter ces parcelles, on fera des publications régulières sur Landfile. Là, on va peut-être juste vous faire voir où ça se situe sans rentrer dans le détail, mais à chaque observation ou notation, on réalise une publication sur cet essai-là. Donc, ça permet d'avoir les informations et de suivre les essais. Et puis, si vous avez des bouts de champ ou autre, ne pas hésiter à utiliser ces parcelles comme support et de pouvoir appréhender un petit peu les différentes variétés, voir leur développement et pouvoir mieux choisir aussi les variétés de trèfle ou autres légumineuses parce qu'on a 24 modalités. Donc, on a la moitié, c'est différents types de trèfle, du trèfle violet, incarnat, de la luzerne, voilà, et puis 12 variétés de trèfle blanc, allant du trèfle nain au trèfle géant avec différentes gammes d'agressivité. Donc, ça, visuellement, ça peut être intéressant aussi de pouvoir voir le comportement de ces variétés en association avec le colza. Donc là, on vous remettra le lien sur Landfile et vous pourrez aller regarder après le webinaire plus en détail ces essais-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans Landfile et on vous répondra. Et comme indiqué, vous avez la possibilité et de partager les essais et de commenter directement sur les publications. Là, on voit bien sur ces essais. Pardon, pour préciser, c'était aussi des essais de semis à la volée. C'est quel outil qui a été utilisé? C'est une main experte, la main experte de Jean-Philippe. Donc, du semis à la main pour l'instant. Et en fait, c'est des essais en bande de 3 mètres. Et vu qu'on a 24 modalités, donc voilà, c'est des semis qui ont été réalisés à la main.
D'ailleurs, je crois que Jean-Philippe participe au webinaire. Donc, si jamais voilà, il y a des choses que tu souhaites préciser ou voilà, apporter des précisions sur ce qu'on a dit, n'hésite pas à intervenir, Jean-Philippe. Jean-Philippe? Il est peut-être d'accord avec ce qu'on a dit. Pardon. À chaque fois, on prend des notes. Hein. Du coup, je suis repartie. Il y a une question. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une question Oui, dans le fil d'actualité. C'est dans la conversation? Oui. Oui. Tu peux intervenir, Okay. Emmanuel, Il y a Emmanuel, ouais. En ouvrant ton micro et poser tes questions si tu le veux. Pardon, sinon, Emmanuel, oui, d'accord. Donc, la question d'Emmanuel, c'était il y a quand même des risques phytotoxicité sur la rémanence des phytos utilisés, non? Est-ce qu'on peut préciser ensuite la régulation du trèfle, du trèfle avant semis? Oui, ça c'était. Donc Emmanuel était présente, je crois, à la présentation de Jean-Philippe, mais je vais faire suivre les documents où Jean-Philippe avait aussi créé des tableaux où on voit les différents produits, leur toxicité sur le trèfle suivant son stade, comment on le régule, si on veut le conserver. Ou si on veut le détruire. Donc, tout ça, on vous remettra toutes les informations à disposition. Voilà, et c'est la présentation qu'avait utilisé Jean-Philippe à la réunion du 31 janvier et on vous fera passer les informations. Super. David, on avait fait une synthèse quand on était ensemble concernant justement c'est le raisonnement sur les semis à la volée et les points de convergence et les points de divergence entre quand on le fait avant la moisson et en sortie d'hiver. Est-ce que je peux te laisser conclure sur ce point-là? On a les mêmes points, c'est ce qu'on voyait là sur les semis à la volée dans le colza, du coup. Que je découvrais. Nous, on l'a pas testé, mais on voit les mêmes points importants, ce que tu as noté là, hein, parcelle propre, et ce qui a été très bien expliqué par les intervenants. On est sur des petites graines comme le trèfle, peu d'humidité, et après il faut gérer, je mettrai surtout la lumière, quoi. Il faut tout de suite qu'il y ait de la lumière pour que le trèfle il se développe. Nous, on a travaillé aussi avec d'autres collègues sur les semis à la volée dans les céréales en sortie hiver. Et c'était très net. On avait testé différentes dates de semis. Et c'était très net. Plus on tarde dans le semis, plus la céréale est développée et moins on a de lumière pour le trèfle et moins ça marche, quoi. Et plus on avance le semis, plus le trèfle a de la chance, il y a probabilité d'avoir suffisamment de lumière pour s'implanter. Et plus on a de réussite, quoi. Donc parcelle propre, petite graine et puis de la lumière. Donc, tu m'avais dit, soit on sème une facélie dans les 10 jours avant la moisson, oui. Et soit on sème un couvercle type trèfle à la volée avant le stade épi 1 cm, pour gérer à la fois la lumière et l'humidité. Oui. Oui, dans les semis à la volée dans une céréale, on a l'option qu'on a développée là, sur le semis juste avant la récolte, parce qu'on a de la lumière qui vient juste rapidement, donc notre facélie dans les 10 jours avant moisson. Ou alors, c'est l'autre option, c'est de semer avant le stade épi 1 cm, là, courant à l'âge. Là, cette fois, un trèfle qui a la capacité de rester à l'ombre de la céréale. Une fois qu'il s'est implanté, qu'il est développé, il peut rester à l'ombre de la céréale plusieurs mois avant de re-exploser. Ouais, et donc, il faut bien maîtriser. C'est soit un semis au stade épi 1 cm de trèfle, soit un semis de facélie juste avant la récolte aujourd'hui, dans nos conseils. Et là, c'est vraiment la problématique de gestion de luminosité, c'est-à-dire que si on fait trop tard pour les semer avant la moisson, trop tôt pour les semer avant la moisson et trop tard quand on est dans la céréale, c'est que la céréale étouffe trop le couvert et bouffe la luminosité, c'est ça. Partager, c'était une année, on avait semé un agriculteur avait semé du trèfle blanc comme ça dans une grande parcelle, elle devait faire une dizaine d'hectares et il y avait deux cultures, il y avait du blé et de l'orge.
l'orge avait été semée un tout petit peu plus tôt, était plus avancée aussi en stade que la céréale. Et donc, on a même des herbages, si je me souviens bien, à l'époque. Le même date de semis de trèfle, il avait tout semé le même jour. Et sous le blé, ça avait très bien marché. Et sous l'orge, on n'avait rien eu du tout, quoi. Et là, une des seules différences identifiées, c'était que l'orge était plus avancée, plus développée, et à capter toute la lumière à la place du trèfle, quoi. C'est ce qui faisait la différence, que tu disais, entre les 80% de réussite en orge et 50-50 sur le blé, quoi. Non, on est sur un. Là, on est de ce que j'expliquais, ça, on est sur un semis au stade de talage, là, et puis 1 centimètre. Oui. Où là, l'orge était beaucoup plus avancée, donc il faut être vigilant à semer encore plus tôt notre trèfle dans l'orge si on veut le faire au stade de talage, quoi. Par contre, juste avant la récolte, effectivement, là, l'orge conserve plus d'humidité, comme le disaient tout à l'heure Marine et Patrice, on a plus de réussite dans les orges que dans les blés, quoi. Sur le semis, juste avant la récolte. Super, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux interventions? N'hésitez pas à lever la main. Je ne sais pas si vous voyez de nouveau ma présentation, parce que comme j'ai coupé plusieurs fois. Oui, c'est bon. Est-ce que la présentation c'est bon, on la voit toujours, on est sur la conclusion. Merci beaucoup. Donc, avant de faire la conclusion, je vais peut-être prendre quelques questions. Attendez, j'essaie de voir dans la conversation. Soit vous ouvrez votre micro, n'hésitez pas, soit vous mettez la question dans la conversation, je la verrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Bon, pas de questions, je vais peut-être dans ces cas-là te laisser conclure, Noémie. Donc peut-être en conclusion, indiquer que ce qui est important, c'est autant pour les conseillers que les agriculteurs de mutualiser, d'échanger sur l'ensemble de ces pratiques-là. Voilà, Landfile, c'est un bon outil aussi pour partager, mettre des photos, poser des questions. Donc pas hésiter à l'utiliser. Et puis voilà, se rapprocher de groupes d'agriculteurs, d'échanger pour à la fois se rassurer, avancer ensemble, et puis tester sur son exploitation ce qui marche et ce qui marche pas. On parlait d'essais à Kerguénec avec des mesures précises. Voilà, c'est aussi important de pouvoir réaliser aussi des essais chez les agriculteurs en conditions agriculteurs voilà, de pouvoir capitaliser aussi de l'information. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le groupe aussi pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis ajuster au fur et à mesure pour perfectionner les différentes techniques qui aujourd'hui, on voit, on a des résultats aléatoires, mais bon, au fur et à mesure, on espère que voilà, ça va se démocratiser et on va réussir à avoir des résultats satisfaisants, quoi. Et donc, et sur la partie partage de connaissances, il y a aussi la partie partage des outils. Là, on a vu dans la présentation de Noémie et Marc que c'est un agriculteur voisin qui est intervenu avec son DP12, c'est ça, pardon, Oui. Ouais, c'est ça. Et pour le MaxiCouve, donc la possibilité dans certaines zones d'avoir une intervention, mais également ce qui peut être envisageable, c'est de faire un achat. David a présenté les coûts, donc de faire un achat commun via une CUMA ou autre. Et donc là, le partage des outils aussi, c'est les interventions les uns chez les autres. Et là, les conseillers de la Chambre d'agriculture aujourd'hui ont commencé historiquement à recenser les possibilités de partage d'outils entre les agriculteurs et avec leur connaissance des agriculteurs et des CUMA environnantes. Donc ça, c'est un outil qui existait et qui va être remis à jour, Noémie et David, c'est ça? C'est un outil, oui, qui avait été déployé il y a quelques années, où on recense en fait les différents matériels utilisés en TCS et en semi-direct. Oui. Et là, avec le groupe de travail conseiller ACS, on va essayer aussi de l'actualiser. C'est plutôt à destination des conseillers où voilà, si on a des agriculteurs qui recherchent un outil pour le tester avant d'investir,
de voir s'il n'y a pas des agriculteurs dans un périmètre proche qui disposent de cet outil-là et qui pourraient le prêter pour tester, voir si ça marche et puis après, dans un deuxième temps, d'investir si ça marche sur l'exploitation, quoi. Et donc, il ne faut pas hésiter de solliciter les conseillers et puis les collectifs d'agriculteurs qui travaillent ensemble sur le sujet dans les différents départements. Et l'autre point, c'était effectivement le fait que, donc, entre conseillers, là, il y a la partie, donc, les agriculteurs qui s'adressent aux conseillers, et entre conseillers, il y a un groupe également qui est disponible sur Landfiles. Est-ce que vous voyez mon écran quand je projette ça ou pas? Il faut que je revienne sur écran global. Je suis en train de projeter Landfiles. OK. Hop. Partager. Hop. Pardon. Donc, il y a aussi un groupe de travail sur Landfiles qui permet aux conseillers spécifiquement d'interagir. Et donc, les agriculteurs peuvent remonter vers leurs conseillers et les conseillers peuvent interagir entre eux sur ce groupe pour justement se passer des conseils, les expérimentations qui ont été mises en place et accélérer donc la transition. Je rappelle que du coup, le groupe Livelihood a vraiment des objectifs de travail d'amélioration agroécologique et que tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, l'objectif de ce groupe de travail aussi, c'est de prendre chacun à son niveau et d'aider chaque agriculteur à progresser sur ses pratiques grâce au collectif et grâce aux conseillers qui sont là pour vous accompagner. Voilà pour moi, je repose la question. On est dans les temps. Est-ce que donc d'autres personnes souhaitaient intervenir? Peut-être non, je crois que Jean-Philippe est parti. Est-ce que c'est bon pour toi, Noémie? Oui, on a essayé de le faire un peu au pas de course pour tenir les délais. Je suis désolée, on a un peu dérapé sur la première partie. Écoutez, merci beaucoup à tous de votre participation. Comme indiqué, le webinaire a été enregistré, donc il sera mis à disposition sur le groupe Landfiles, mais la publication initiale est sur YouTube de façon à avoir un accès maximisé pour tout le monde et que vous pouviez passer le lien, mais il y a les retranscriptions spécifiquement des interviews de chacun des intervenants aujourd'hui seront faites plus tard et de façon plus complète si jamais vous n'avez pas le temps de revoir l'intégralité du webinaire. En tout cas, merci beaucoup à nos participants, David, Patrice, Marine, Noémie et Marc, de vous être investis. C'est vrai que c'est une expérience extrêmement intéressante à présenter et à diffuser. Merci. Bonne fin de journée. Ouais. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.